Salut à tous les petits potes, j'espère que ça va bien. En ce dimanche soir, on fait un peu plus tard que prévu parce que d'habitude les récaps mercato cet été c'est aux alentours de 18 h, mais c'est vrai qu'on avait un beau programme sport ce dimanche avec l'arrivée du Tour et encore une fois on adore ces images à Montmartre et la victoire de Van Aert. On avait le Grand Prix de Formule 1 à Spa et puis là il y avait la finale de l'Euro féminin qui en plus est étalée jusqu'au tir au but et la victoire de l'Angleterre. Donc je me suis dit écoutez, on va pas se mêler aux alentours des 18 h parce que bon, j'imagine que vous avez le double écran, que vous regardez de ça à côté. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça tranquillement pour une fois le soir, 21 h. Bon, c'est pas comme d'habitude les deux briefs Ligue 1 environ 23 h. Donc voilà, on va se remettre tranquillement dans le bain. Mais écoutez, c'est comme d'habitude, hein, le rendez-vous, on prend le temps. Dernière fois qu'on a fait ça, c'était jeudi, de voir un petit peu les actus du jour, les dernières infos, les visualisations, faire 2-3 focus. C'est vrai qu'on a eu depuis évidemment un Here we go pour Luis Diaz au Bayern. Ça y est, le Bayern Munich trouve enfin son ailier gauche et même son renfort offensif parce qu'avec voilà la blessure de Moussiala, le départ de Sané, enfin ça commence à manquer. Donc c'est bien Lucho Diaz qui va s'engager avec le Bayern. On a Lucas Chevalier. Alors est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une intox? Est-ce que c'est un coup de pression pour faire prolonger Donnarumma? Mais en tout cas, on a le PSG qui approche de manière concrète Lucas Chevalier. L'équipe a dit qu'il y avait une première offre de 40 millions d'euros qui a été envoyée. Refus pour l'instant du LOSC. On sait que Lille, et surtout encore plus avec Olivier Létang, bon, même avant Létang avec Pépé Osimhen. Bon, après Osimhen, on ne sait pas trop où est parti l'argent. Bref, on sait que le LOSC vend toujours très très bien ses joueurs. Donc il se dit, bon, Chevalier, on pourrait peut-être essayer d'en tirer un peu plus. On a João Félix. Désolé aux amis portugais, hein, je vois David da Silva 78, Félix enfoiré, bah ouais, João Félix qui devrait se diriger vers l'Arabie Saoudite. Malheureusement, ou alors est-ce que c'était prévisible, mais à 25 ans, la carte de João Félix, je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais fait un tweet où j'avais dit quand il était parti au Milan que voilà, on pouvait prédire la suite de sa carrière, qu'il y allait le passage par Wolverhampton, il y avait évidemment un petit transfert du côté de la Turquie, qui avait aussi pourquoi pas de la MLS et un retour à Benfica pour terminer sa carrière. Et finalement, il est passé par une autre étape qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Bon, je crois qu'il y a un salaire, il pourrait toucher 75 millions d'euros sur 3 ou 4 ans, enfin, après voilà, hein, qu'il aille prendre son argent, mais Joao Félix, par rapport à ce qu'il a incarné à ses débuts et sur la trajectoire globale, c'est une immense déception. Est-ce que certains vont dire c'est que des mauvais choix? Est-ce que là c'est la faute des clubs, du joueur? Bon, au bout d'un moment, oui, on peut dire qu'il n'est pas tombé toujours dans des contextes idéaux pour performer, mais voilà, c'est aussi de sa faute si il n'a pas mis de l'eau de chauffe, parce qu'en club ou en sélection, on est hyper dubitatif. En tout cas, j'en profite pour vous saluer sur le chat, que vous êtes nombreux, que vous êtes bien sympathiques avec les habitués comme Ed Twitch, Valou, Yovcheko, merci à Chaoui pour le petit prime, Enzo Payo, ça fait longtemps, salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Bill Zerski, c'est je pense à David Bellion, tu penses très très bien. Question de Matt Labaina, c'est jeudi dimanche, c'est pas fixe les mercato. Alors, souvent, il y aura toujours le live du dimanche pour le mercato, et selon l'actu, si c'est plus chaud le mercredi, si mercredi je vois qu'il y a des grosses infos, j'envoie le mercredi, et si jeudi, tu vois, je temporise, mais quoi qu'il arrive, ça tombe milieu de semaine, donc c'est mercredi ou jeudi, ça dépend aussi du boulot à côté, mais voilà, tu peux être sûr que dimanche, il y a le live mercato, ensuite mercredi, jeudi, et comme vous le savez après, il y a en replay sur YouTube, sur Spotify. Merci d'ailleurs parce que les replays mercato marchent bien, c'est la première fois que je fais ça durant tout l'été, et ça vous passionne, parce qu'on est là évidemment pour parler, j'ai dit, hein, des actus des gros clubs avec Luis Diaz, avec Chevalier, tout ça, mais on se penche aussi sur beaucoup d'infos, parce que c'est vrai, quand tu fais le fil de l'équipe, t'as des infos Turquie, là je regardais, il y avait des trucs sur Marcus Coco qui file en Russie, on a Julio Tavares qui retourne à, comment ça s'appelle, à Dijon, donc ici c'est le live, le mercato du peuple, hein. On va parler du gros, on va parler de la haute bourgeoisie, et on va aussi parler du peuple tout en bas, donc histoire de varier les plaisirs. Serge Aurier à Persépolis, ça tu vois par exemple, quelle trajectoire. C'est vrai que on avait déjà, quand j'étais petit, des transferts un peu improbables. Genre j'ai souvenir de Rivaldo qui va au Kazakhstan. Bon, on avait Samuel Eto'o à Landi Makashkala. Après, avant, il y avait évidemment Pelé, Beckenbauer qui ont fini au New York Cosmos. Mais de plus en plus, on voit vraiment des destinations très spéciales pour des joueurs. Et je parlais de Pelé, mais aussi des joueurs, Vincent Cosiello qui va au Népal, Paul-Georges Ntep qui file du côté du Vietnam de mémoire. Tu vois, et Serge Aurier, en plus l'Iran, c'est là où Cheikh Diabaté
et Gaël Kakuta sont de mémoire. Donc tu vois, c'est déjà un championnat où il y a des footballeurs qui y sont allés. Donc ouais, les destinations un petit peu comme ça, imprévisibles, tu les vois. Bah, Jesse Lingard en Corée du Sud, par exemple, bah, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on avait Andrés Iniesta qui avait filé au Japon, ouais, c'est vrai que tu vois de plus en plus de transferts comme ça, un petit peu spéciaux, originaux, que t'as pas trop l'habitude de voir. J'ai envie de dire tant mieux, parce que bah, évidemment, ça fait des belles histoires à raconter. Je pense à bah, De Nuit Avec, le youtubeur qui peut aller les voir à l'autre bout de la planète. C'était quand même très sympa. Rivaldo, c'est Ouzbékistan. C'est vrai que ça, c'est très très fort. Mais ouais, enfin, je m'en souviens de, de Samuel Eto'o qui prenait 20-21 millions d'euros à Andy Makashkala, il y était en même temps que Willian, et en gros il avait des conditions, enfin il s'entraînait, puis il y avait un hélicoptère qui l'attendait pour le ramener à Moscou, là où il avait vraiment un manoir, et qu'en gros Makashkala il venait juste pour les entraînements, les matchs, et qu'il avait sa vie à côté. Bah, Valère Germain en Australie, Valère Germain où j'ai appris qu'il jouait aussi au Japon. Après on a eu la vague des joueurs qui sont partis en Chine. On a maintenant la vague des joueurs qui partent en Arabie Saoudite. On a quand même aussi des joueurs qui partent au Brésil. Hein. J'ai souvenir de Bolassi, de Memphis Depay. On en a ouais, quelques-uns, mais c'est vrai que c'est le genre d'histoire. Après, dans les quiz ou quoi, ça fait truc improbable. Après, quand je vous ai dit, moi, ce que j'aime bien avec les tours préliminaires de Coupe d'Europe, c'est aller découvrir des trucs un peu inouïs, genre Moukoko à Copenhague, Lamine Diaby Fadiga qui est en Pologne, donc ça tu découvres. Mais il y a eu Oscar qui est resté longtemps en Chine. Je crois qu'Oscar, si je dis pas de bêtises, il y est encore. Oscar, il a vraiment signé deux gros contrats avec un club chinois, et après il s'y attache et il va aller jusqu'au bout, et il va ressortir en étant plus que multimillionnaire. Donc voilà quoi. Ousinho, ça, vous voyez. Du coup, transfert improbable, anecdote un petit peu improbable. Germain, j'ai été un an en Australie, j'ai fait livreur Uber Eats là-bas, et je l'ai livré, c'est comme ça que j'ai appris qu'il jouait là-bas, on a parlé pendant 20-30 minutes. Alors évidemment, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce que Valère Germain commente sur Uber Eats, parce que sinon, c'est... Voilà, hein, ça permettrait de terminer en beauté la semaine. Ouais, Arsène Wenger qui a entraîné au Japon, c'est vrai, il l'a fait. Non, après, t'as des entraîneurs, tu vois, j'ai parlé des joueurs, mais t'as des entraîneurs. T'avais à l'époque Bruno Metsu, t'avais Philippe Troussier, t'avais bien sûr, comment il s'appelle, Hervé Renard, tu vois, Hervé Renard qui a multiplié les destinations un petit peu atypiques, donc, ou Claude Leroy, ou tu vois, des entraîneurs comme ça. Mais c'est vrai que toujours le genre de choses que t'aimes bien. Puis en plus, quand tu fais un article, que tu sois journaliste ou que tu fasses une vidéo, si tu es créateur de contenu, raconter ça, c'est hyper intéressant, quoi. Parce que du coup, ça t'oblige à t'intéresser au pays, au club, aux raisons, l'histoire du mec, pourquoi il part là-bas. Et souvent, tu as des trucs qui sont un peu... ah ouais, ça sort de l'ordinaire. Et moi, j'aime bien ça. En tout cas, prenez place, évidemment. On est là pour une bonne heure, 1 heure et demie, histoire de voir un petit peu quoi ressemblent tous les derniers transferts. Et tu vois, du coup, Willy qui me dit sur Wikipédia, Oscar est à Sao Paulo depuis 2025. Ousinho qui nous dit la suite de l'histoire sur Valère Germain. Il était avec un de ses coéquipiers. Il est vraiment top et m'a raconté énormément de choses, notamment les prises de tête avec Momoeni. Ça, tu vois, c'est pareil. C'est ce que je vous dis souvent. Encore plus, un Momoeni qui est quelqu'un de très connu sur les réseaux. Mais les joueurs, ils savent ce qu'on dit d'eux sur les réseaux. Soit ils tapent leur nom, soit il y a des proches de l'entourage qui regardent ce qui se dit sur eux, sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, tous les réseaux. Et puis ils leur envoient, positif, négatif, mais il y en a beaucoup. Après, il y a des joueurs où il y a énormément de tweets, style un Kylian Mbappé, mais un Valère Germain, tu vois, il suffit qu'il y ait une vidéo de Mohamed qui pète un petit peu, et ça suffit pour que, voilà, évidemment, ça lui arrive à son oreille, quoi. Mais les joueurs sont très attentifs, ils regardent les notes dans la presse. Il y a 2-3 joueurs qui peuvent, tu vois, être totalement hermétiques. Pour eux, le football, c'est un travail. Et puis, ça se limite aux entraînements, au terrain, au match. Et puis après, ils verrouillent tout. Il y en a d'autres, comme Phil Foden, qui ont totalement supprimé leur réseau. Mais ouais, honnêtement, c'est des fois triste, parce que ça peut tourner. Quand on échange souvent, vous et moi, j'imagine qu'on est plus dans la passion, dans la découverte, dans l'échange bienveillant. Des fois, il peut avoir, il n'y a pas d'insulte, mais tu vois, il peut avoir des trucs un peu sévères.
un joueur qui fait une mauvaise performance, un truc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de joueurs, t'as des insultes qui sont hyper violentes. Et ouais, c'est la réalité des réseaux. Certains, quand tu la prends de plein fouet, notamment que t'es un jeune joueur, tu fais ta première entrée en Ligue 1, tu peux prendre un carton rouge, tu fais n'importe quoi. Faut pas y aller juste après. Faut pas y aller parce que là, tu peux prendre un petit peu tarif. Et non, mon cher Willy, Gérard Lopez ne dégage toujours pas de Bordeaux. On va reprendre avec lui. Premier match le samedi 16 août à domicile contre Avranches. On va essayer d'y aller parce que bah voilà, retrouver le stade, les Girondins, ça fait plaisir. Après, bah, comme je l'ai dit, je dis pas que la passion a diminué, mais ça m'embête pas mal qu'il soit toujours là et que bah tu sais t'as cette espèce d'épée de Damoclès en mode t'as d'un côté Bordeaux, mais t'as ce mec qui te détruit ton club. Et ouais, c'est vraiment pas évident à digérer tout le temps quoi. Bon, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai eu la chance de connaître un Bordeaux qui a pas mal gagné, qui a gagné des trophées, des Coupes de la Ligue, des Coupes de France, une Ligue 1, qui a fait des beaux parcours en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Coupe UEFA. Mais moi, quand je vais en tribune, des fois, je vois vraiment des jeunes supporters, et eux, ils ont connu le plus grand Bordeaux qu'ils ont connu en termes de résultats. Ça va être le Bordeaux de Gourvenay qui termine 5e, ou celui de Gustavo Poyet qui termine 6e, ou alors un Bordeaux qui gagne en Ligue 2 mais qui monte pas. Mais tu vois, ils n'ont pas connu un Bordeaux qui gagne un titre, et un grand titre. Je sais pas s'ils le reconnaîtront un jour. Moi, enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, mais j'ai échangé avec un ami de la famille et enfin, il me demandait la question et tout. Est-ce que de mon vivant, il a plus de 60 ans, je crois. Est-ce que je reverrai les Girondins un jour en Ligue 1? Tu vois, on se pose ce genre de questions. Bah, c'est vrai que quand on voit les affaires de Gérard à Boavista, ouais, ça on peut se poser des questions. Bah, au moins tu découvres la France parce qu'avant j'étais incapable de mettre sur une carte. Exactement. C'est aussi une découverte de la France. Du coup, Bordeaux est dans le groupe B de mémoire avec toutes les équipes de l'Ouest. Et du coup, bah, je sais maintenant où situer Châteaubriand, Le Poiré-sur-Vie, Avranches, Dinan-Léon, Locminé, Saumur, voilà. On est affûté, J'ai pas fait de déplacement. C'est vrai que après, c'est compliqué parce que c'est les week-ends où il y a la Ligue 1 et pour le boulot, moi, je suis plutôt orienté Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est un petit déplacement et pourtant, je reçois plein de messages et je le remercie à chaque fois que je partage un truc sur la poule de la N2. Il y a plein de mecs qui me disent ah si tu passes par Poitiers, viens à la maison, viens boire un coup. Enfin tu vois, hyper sympa, genre vraiment vas-y, on t'invite ou alors si t'as besoin d'une place et tout. Franchement, plein de mecs sympathiques. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois de pouvoir prévoir un petit déplacement quoi. Comment c'est possible de ne pas légiférer sur les propriétaires dont l'incompétence a une tonne de preuves et qui impacte directement l'emploi en pays? Bah c'est pour ça que moi j'espère que si on a une réforme de la DNCG ou d'un autre organe, on aurait le même système anglais, à savoir que un propriétaire ou un acheteur potentiel en Angleterre, s'il veut reprendre un club, bah, il passe par ça. Et après, il fait une présentation, il y a de la transparence, on épluche tous ses comptes. Et je vais pas dire au moindre truc douteux, parce que bon, on a quand même en Angleterre un mec comme Marinakis. Et voilà, je vais pas me répéter encore une fois, mais si vous voulez un petit peu de faits divers, de frissons policiers, vous allez juste aller voir sa page Wikipédia et vous allez vous dire ah ouais, il y a quand même un sacré personnage. D'ailleurs, au passage, Marinakis et la prolongation de Gibbs White à Nottingham Forest, vous allez voir les images, c'est vrai qu'on dirait que Marinakis il lui pointe un pistolet en mode tu restes à Nottingham, tu vas pas à Tottenham. Et oui, c'est vrai que si on avait un organe, enfin. La DNCG, elle peut faire son boulot, mais je pense qu'elle pourrait aller encore plus loin. Mais si on avait vraiment un truc, tu vois, où tu regardes les comptes, un Gérard Lopez qui veut racheter les Girondins, ok, qu'est-ce que t'as fait avant Gérard Lopez? T'as Lotus en Formule 1 où ça n'a pas marché, t'as le LOSC où t'as laissé beaucoup de dettes. C'est vrai que Lopez, il quitte le LOSC avec plus de 300 millions d'euros de dettes, et quelques mois après, il reprend les Girondins. C'est vrai que le timing, il paraît assez fou. Alors oui, ok, à Lille, il a bâti une équipe qui a gagné le titre, tout ce que vous voulez. Mais enfin, tu laisses un club avec tellement de dettes que bon, le titre c'était énorme. Mais franchement, le club, il aurait pu largement couler, hein, comme l'a dit le président Letang, quoi. Bah, t'en penses quoi de l'histoire Chevalier et Donnarumma? Bah écoute, évidemment, on va aller se pencher là-dessus. Hein. Ce qu'on va faire comme d'hab, c'est qu'on va voir les infos du jour. Et après, on fera les focus Chevalier, Luis Diaz, Joao Félix, tout ça, histoire de se rendre compte de ce que ça donne. Faut pas oublier que Bielsa lui doit 250 millions. En fait, le
le pire dans le système Lopez, c'est que tu sais, il vire ses entraîneurs et après, du coup, il y a les prud'hommes et du coup, des fois, on se retrouve avec des trucs comme Petkovic. Lui doit plusieurs millions aux prud'hommes. On se retrouve avec peut-être un contentieux avec David Guillon. Enfin, à chaque fois, tu sais, t'as l'espèce de boule puante ou de bombe à retardement qui te reviennent. Ouais, c'est chaud. Après, il a raison, le proprio de Nottingham, c'est interdit l'approche égale. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que dans cette histoire de Gibbs White, Tottenham a peut-être pas été réglo, mais c'est vrai que moi, j'avais pas suivi le dossier, mais t'as l'annonce de Kudus, et après, t'as Fabrizio qui annonce le Here We Go, et après, tu apprends qu'en fait, ils ont contacté le joueur, mais t'as un truc bizarre avec la clause, et finalement, bon... peut-être que Nottingham était dans son bon droit, mais Kokari, la vidéo m'a fait beaucoup rire, parce que quand tu connais le personnage de Marinakis, et tu vois Gibbs White dans son interview qui est à côté assez timide, tu te dis bon, il y a quand même un loup dans la bergerie, quoi. Hein, c'est pas tout à fait normal. Allez, on va aller voir les amis de ce pas, les infos transferts du jour, un petit peu ce que ça dit hein, sur le marché des transferts. Qu'est-ce qu'on peut en retirer après une nouvelle semaine, ma foi, qui a été assez intense. Hein. C'est vrai qu'on a eu la signature de Gyökeres, on a eu la signature d'Ekitike. Donc on en a hein, des infos qui méritent bien sûr attention. Pipion, t'as vu les mouvements Halis Mera. Alors, les gars, j'ai vu beaucoup de matchs de foot cette année. La saison a été très très longue. Avec la Coupe du Monde des clubs, même si j'ai pas tout vu, voilà, on est quand même sur une saison qui va d'août à juillet. Les matchs amicaux, quand c'est pas mon club, je peux regarder des compes, je peux regarder des extraits, mais regarder des matchs entiers, c'est sans moi. Et franchement, respect à ceux qui se replongent dans les matchs amicaux et qui font des grandes analyses, mais des fois ça va trop loin. Et après, c'est très très bien parce que du coup, Halis Mera, c'est un jeune de l'OL qui a fait un très bon match contre Hambourg et j'ai vu sa compilation, je crois que c'est Matteo Isso qui a partagé et franchement, ça se voit que le petit a du ballon. Mais je t'avoue que si un samedi de juillet, je me posais en tant que personne neutre devant un match amical Hambourg-OL, ce serait très inquiétant, je pense, non? Franchement, on est des fous du ballon rond. J'ai dit, hein, j'ai regardé les transferts qui ont été faits dans les clubs de Ligue des Champions, Conference League, Europa League. Mais là, faut quand même, faut y aller mollo, quoi. J'avoue que je pourrais pas passer mon week-end à checker tout ça. Mais j'ai vu la compilation avec les extraits, c'est très très bien. Et au passage, puisqu'on parle de matchs amicaux, alors moi je dis souvent c'est bien parce que tu vois des trucs en action, tu retrouves ton équipe, ça peut développer des automatismes. Tu vois des coachs qui débarquent, comme un Luis Castro qui va mettre ça en place. Mais encore une fois, chaque année, pareil, le nombre de pièges qu'on voit et de personnes qui font des conclusions hâtives sur des résultats en matchs amicaux, je suis tombé sur des TikTok d'analyse de matchs amicaux. Déjà, des TikTok d'analyse de matchs amicaux, c'est vraiment que vous êtes beaucoup trop sérieux. Sur le Milan-Liverpool, le Milan qui bat Liverpool en amical 4-2, ok, très bien. Et j'ai vu des trucs genre, ouais, l'argent fait pas le bonheur, c'est ça votre mercato historique côté Liverpool. Bon, écoutez, je crois que Liverpool, ils en ont un peu rien à foutre de perdre là. Hein. L'important pour eux, c'est la reprise de l'APL, c'est avec des champions. Enfin, ce qui se passe là, si Liverpool, ils gagnent l'APL ou ils gagnent avec des champions, est-ce que vous pensez que le supporter sera là? Ah, c'est quand même dommage. Ah, on a perdu un match amical contre l'AC Milan en juillet. Ça nous pèse. Hein. Les gars, j'ai vu un supporter de l'AC Milan se vanter de battre Liverpool en amical. Un supporter de l'AC Milan. 7 fois vainqueur de Ligue des Champions. Une vingtaine de titres en Serie A. Je ne sais combien de coupes nationales. T'es un supporter de l'AC Milan, club mythique. Et tu flexes sur une victoire en match amical. Ah non, c'est pas Bruce Granek, c'est pas Bruce. C'est pas un subli sur... Non, c'est pas lui. Mais j'ai vu un mec, je sais plus qui c'est sur TikTok. Un supporter milanais. Je suis effaré. Enfin, ton club a terminé 9ème de Serie A. Une saison ignoble. Battu par Feyenoord en barrage de LDC, t'as perdu en finale de Coupe d'Italie contre Bologne, t'as terminé même pas européen, et tu flexes sur une victoire en match amical quand t'es l'AC Milan. Je pense que si on parle de 3-5 clubs mythiques comme ça en Europe, le Milan il vient assez vite, et je suis déboussolé. Donc je tenais à... C'est pas un coup de gueule, mais c'est juste que, encore une fois, les matchs amicaux, les gars, c'est pas la vérité d'une saison. C'est bien pour se remettre dedans. Quelqu'un dit, c'est cool parce qu'il y a aussi des découvertes. Comme le petit Max Doman, 15 ans, qui
fait de bons premiers pas avec Arsenal. Et bah, vous savez, on a fait une vidéo sur lui sur YouTube parce que pour le coup, chez les jeunes, c'est très très vite. Je dis pas que ça peut être de l'escroquerie, de l'arnaque, mais très très vite, t'as des joueurs où tu dis tu enflammes trop. Et Max Doman, vous savez, c'est comme un Lamine Yamal ou un Mbappé. Ce que tu entends ou vois sur lui, tu le ressens. Et du coup, tu dis bah tiens, on va voir ce que ça donne. En plus, tu sais qu'Arsenal forme et lance les jeunes de bonne manière depuis pas mal de temps, avec Saka, Smith Rowe, on a aussi cette année Nwaneri, Lewis Kelly qu'on a découvert, du coup Max Doman, t'es obligé de regarder ça, après on verra si ça confirmera, et c'est vrai que comme le dit DFB en match amical, bon, je dis qu'il faut pas non plus tout se fier aux résultats des matchs amicaux, mais c'est vrai que la défaite de Toulouse 7-0 contre Leipzig, 5-0 à la mi-temps, tu peux tirer une petite sonnette d'alarme. Hein. Je dis pas que voilà, les matchs amicaux, faut s'en moquer totalement, mais souvenez-vous que c'était l'OL de Laurent Blanc de mémoire à l'été 2023 qui a fait une série apocalyptique de matchs amicaux. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé lors du début de saison 2023-2024 ? Je vous laisse vous souvenir, hein, l'OL qui dégringole, dernière place, Laurent Blanc qui part, Grosso qui arrive, hein, Pierre Sage, tout ça, enfin une équipe qui a dû attendre 4 matchs sans marquer de but, t'as dû attendre la victoire en décembre, enfin quand t'es Olympique Lyonnais c'est très tendu, et comme le dit Soso Chat, et n'entraîne, ça aussi c'est peut-être, je sais pas si on peut être un petit peu interpellé, mais organiser des derbies en match amical, j'avoue, après, on sait qu'on a déjà eu des classicos Barça-Real en match de pré-saison aux États-Unis. On a déjà eu des United City. Moi, plus jeune, j'ai souvenir d'être allé voir à Agen un match amical entre Bordeaux et l'OM. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir de telles rencontres, telles rivalités, tels aspects dans un match, amical. Donc, ouais, je suis sceptique. Et Arsenal-Tottenham en 3 jours. Bah après, tu fais maintenant, c'est ça, c'est devenu la norme, quoi. Mais ouais, je me souviens, en plus, de mémoire, le Barça-Real qui avait été organisé en match amical, est-ce que c'était pas le dernier match de Neymar à l'été 2017, quand il y a les rumeurs de départ au PSG avec le tweet de Marcelo Belcher où tout le monde est un peu en mode qu'est-ce qui se passe, est-ce que Neymar va rester, va partir, le tweet de Piqué qui dit Sekeda et finalement t'as l'annonce de transfert. De mémoire, il y a peut-être eu un Barça-Real à ce moment-là, quoi. Et comme le dit Chatoussac, le plus mauvais exemple. Neymar, c'était contre la G où il marque un but de fou. Bah, bien vu. Chatoussac, il dit rappel de Tudor qui se fait siffler pour un journée à cause d'Amico. C'est un très bel exemple parce que Igor Tudor qui arrive en remplaçant de Georges Sampaoli qui était apprécié du Vélodrome. Les matchs amicaux, ça se passe pas très bien. T'as une communication peut-être un petit peu hasardeuse, tout ça. Premier match contre Reims, il n'y a même pas eu 1 minute de match officiel. Le mec se fait siffler par son propre public. Ça aussi, on a rarement vu. Et de mémoire, les 7 premiers matchs de Tudor, c'est 6 victoires sur 7 ou c'est 7 victoires sur 8 matchs. Du coup, voilà, il gagne le premier match contre Reims 4-1. Donc, bon, on sait que la vérité des matchs amicaux n'est pas celle des rencontres officielles et qu'il faut laisser ça, le temps de la préparation. Après, c'est vrai que le 7-0 contre Leipzig de la part du TFC, oui, on peut s'inquiéter. Du coup, les amis, je vous propose qu'on aille voir les infos du jour. Qu'est-ce qui s'est passé en ce dimanche 27 juillet avec toujours, et c'est un peu le fil rouge, hein, il y a des dossiers comme ça qui durent durant l'été, et Igor Paixão, c'est encore le cas. Igor Paixão, Leeds poste pour Paixão convoité par l'OM, la reprise des championnats européens approche à grands pas, le transfert d'Igor Paixão entre dans son sprint final, malgré l'accord de l'attaquant brésilien sur la base d'un contrat de 5 ans. L'OM n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec le Feyenoord. 2 offres olympiennes, au moins ont déjà été refusées, la dernière à 28 millions d'euros, bonus compris. Il faut dire que le club marseillais doit composer avec la concurrence pressante de Leeds dans ce dossier, et le club anglais semble sur le point d'obtenir un accord avec Feyenoord et une offre de 32 millions d'euros avec des bonus. Reste à savoir si l'OM peut encore rivaliser. Interrogé depuis ce dimanche matin, le club marseillais se refuse à tout commentaire sur cet épineux sujet. Et on rappelle que le joueur a été blessé, blessure musculaire pour quelques semaines et qui se soigne au Brésil. C'est spécial. Tiens, je sais qu'il y a un grand suiveur de Eurodivisie dans le chat avec Enzo. Bah voilà, c'est pas si dommageable pour l'OM, très bon joueur, mais la prise de risque à 30 millions d'euros me paraît un poil démesuré pour l'OM. C'est ça. Paixão, quand tu sais que tu as déjà eu des précédents de gros transferts qui n'ont pas marché à l'OM, comme Strootman, comme Vitinha, est-ce que envoyer une telle somme? Après, bon, t'as qualifié en Ligue des Champions, on sait que tu dois faire cette ailier gauche, mais est-ce que le plan B, le plan C, même si c'est moins cher et même si le profil du joueur, voilà, peut-être fait moins de frissons, est-ce que c'est pas l'idéal pour l'OM? J'ai envie de voir, parce que Paixão, finalement, on sait pas, peut-être que c'est un bon contexte, peut-être que si Benassia, Longoria, De Zerbi le veulent, on peut leur faire confiance sur leur instinct, leur flair. C'est vrai que depuis qu'ils sont là,
Il y a eu quelques ratés. On a parlé de Vitinha, il y a Wai également, tout ça. Mais il y a aussi des joueurs qui ont très très bien marché dans cette OM. Là, c'est ça, je pense qu'il y a mieux rapport qualité-prix pour l'OM. À voir s'il y a d'autres options. Je ne sais pas trop. Mais ouais, j'aurais aimé Saragossa du Bayern. Je sais que Saragossa, il a un très très gros transfert. L'an dernier, Osasuna, il a mis ce fameux but contre le Barça. Mais c'est son but de la saison. Mais allez revoir parce que l'enchaînement semelle-finition est assez dingue. Ouais, est-ce que finalement, pour cet ailier gauche, il faudrait pas faire un coup un peu à la Højbjerg, quoi. Aller prendre un mec hyper fiable à 15-20 millions d'euros, mais qui a peut-être 28-29 ans. Là, tu te dis, si tu prends pas Chao, est-ce que tu espères peut-être une revente, en sachant que le joueur a déjà 25 ans. Enfin, déjà 25 ans, ça reste jeune. Tu vois, par exemple, ça a déjà été un nom évoqué, mais un Trossard, par exemple. Peut-être Trossard, ça fait moins rêver que Pachao. Mais Trossard, bah, tu sais que c'est un mec qui va te faire ses matchs en Ligue 1. En Ligue des Champions, bah, il a normalement le niveau. Sera peut-être pas un foudre de guerre, mais ça peut être sympa, tu vois. En fait, je sais pas, trouver le joueur un peu Højbjerg, ailier gauche, dans ce contexte-là, quoi. C'est pas forcément tout le temps évident, quoi. Je sais pas si on va vers Transfermarkt, valeur marchande, ailier gauche, on va dire à peu près 27-28 ans, qui sait qu'on va te sortir, quoi. C'est vrai que ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Hop, parce que c'est pas simple à trouver un prix. Ce qui est bien, c'est que t'es l'OM, t'es en Ligue des Champions. Tu peux en attirer. Voilà, on va prendre 23 ans, ailier gauche. On va oublier tous les furieux crassés. Voilà, Vinicius, Leao, tout ça, Gordon, etc. Ouais, bah tu vois, t'as Iwobi qui a fait une très belle saison, bah, qui peut être utilisé aussi au milieu de terrain, mais je pense pas ça. T'as Dwight McNeil, bon, ça peut peut-être pas faire rêver de fou. Voilà, Trossard, tu vois, 30 ans, par exemple. Mon Niabri, ça c'est la fausse bonne idée. Bon, t'as Iliman Ndiaye, c'est dommage que tu l'avais. Samuel Eno qui va pas repartir apparemment pour Wolverhampton de mémoire. T'as Gaieno qui est parti, pareil, de Porto pour le golf. T'as Venoa Lang, 26 ans. T'as Kerem Aktürkoğlu. Tu vois, Kerem Aktürkoğlu, ça peut être intéressant, par exemple, en Ligue 1. T'as Jadon Philogène qui était sympa, c'est vrai, jeune espoir anglais. Bah, t'as l'Orienté qui finalement ça s'est pas mis d'accord, Sassuolo, Sunderland, qui est encore peut-être disponible. Après ouais, t'as Luis Sinisterra, t'as Brahim Gil, t'as Dyson Maeda, t'as Chris Orige. Après t'arrives sur Takumi Minamino, mais ouais, tu vois, t'as des joueurs qui sont pas si mal. Adingra était une bonne option. C'est vrai qu'Adingra, quand tu vois le prix qu'a payé Sunderland, ça peut aller. Pourquoi pas Son, peut-être un peu vieux et faible. Moi, je trouve que Son, pour en avoir parlé lors du dernier live, c'est la fin un petit peu pour moi. 33 ans, et puis le salaire serait XXL. Ça peut être sympa, hein, franchement, sur le papier, mais ces derniers mois, années, étaient quand même un peu compliqués à Tottenham. Pour moi, ça sent plus le départ voilà. Ouais, mais c'est vrai que le salaire de Son, tu dois en vendre du mec, hein. Et je parle pas des joueurs, hein. Tu dois vendre Titi, c'est toi le boss. Tu dois vendre Bengus. Tu dois vendre la moitié de la population de Marseille, je pense, pour avoir son salaire, hein. Parce que le salaire de Son, je pense qu'on peut aller voir ça. 965 000 euros par cette saison, soit quasiment 12 millions d'euros, le salaire de Son. C'est que le 92e salaire le plus haut au monde. Petit joueur, hein, quand même, hein, 225K la semaine. C'est le 37e attaquant le mieux rémunéré. Bon, on sait qu'il y a quelques années, l'OM avait fait... Quelques années, il y a 2 ans du coup, l'OM avait Aubameyang. Et on savait pas trop parce que tu avais une formule avec pas mal de primes. Ça allait de 500 000 à peut-être 800K. Mais c'était pas très propre. Mais je vais plutôt sur un profil plus jeune. Ou alors une valeur, je vais pas dire sûre, mais un mec, tu vois, où tu vas pas non plus totalement craquer ta tirelire comme Trossard, quoi. Il y a le jeune Sterling. Bah, tu vois, Sterling, pareil, tu vois, ça, sur le papier, ça peut te faire kiffer. Après, c'est vrai que des fois, on a parlé du gros coup, Jadon Sancho. Jadon Sancho, salaire. Est-ce qu'on est aussi sur un gros pétage de câble? Oui. Bon, là, pareil, hein. C'est pour ça que la Juve essaye de le faire. Jadon Sancho, on est à 1,25 million d'euros par mois, 292K par semaine et 42K par jour. Voilà. C'est vrai que là aussi, ça a de quoi faire un petit peu péter un plomb. Donc ouais, même si l'OM est un club qui se développe bien, ça reste un petit peu chaud, quoi. Chelsea a proposé 180K par semaine, il a refusé.
tu vois, c'est chaud, quoi. En comparaison, Greenwood, c'est 5,5. Ouais, mais ouais, je pense que l'OM... Après, ce qui est bien, c'est qu'on est fin juillet. L'OM, en vrai, pour moi, si on fait un point sur le mercato marseillais, t'as déjà trouvé plusieurs défenseurs, Egan Riley, Medina. T'as trouvé le nouveau milieu qu'il te fallait pour pour ta rotation et ton aspect titulaire. Après les départs de Rongier, Benasser, j'ai l'impression que ça va pas forcément se faire. T'as Ismaël Koné qui va faire du côté de Sassuolo. Angel Gomez qui a l'air pour le coup, bon, je vous ai dit de pas vous enflammer sur la prépa, mais de ce que j'ai vu, Angel Gomez faisait des bons matchs de prépa, donc c'est de bon augure pour la suite. Lui qui a eu peu de temps de jeu avec le LOSC ces derniers mois. Tu sais qu'il te faut tourner les gauches. Tu vas sans doute avoir besoin d'un défenseur supplémentaire. Peut-être un renfort en plus au milieu de terrain quand tu vas devoir jouer sur plusieurs tableaux. Donc ouais, ça peut être sympa. Bah, Dan Ndoye, en vrai, Dan Ndoye, c'est pas bête. Dan Ndoye de Bologne, après, est-ce que ça fera peut-être pas rêver tous les Marseillais? Ailier droit, mais c'est vrai qu'il peut jouer à gauche. C'est un bon joueur, j'aime bien. Lui, où pour le coup, depuis Nice, il a une très très belle trajectoire. Ouais, pourquoi pas avoir le prix. Il manque deux latéraux, un ailier gauche et un défenseur central. Ouais, je pense que c'est ça. À l'OM, tu vas faire en priorité du latéral, du défenseur central et un ailier gauche. Le milieu de terrain supplémentaire, c'est à voir s'il y a une belle opportunité de marché. Mais ouais, c'est vrai. Bologne a refusé 40 millions pour Ndoye, Nottingham et Naples. Ouais, tu vois, 40 millions pour Ndoye, c'est preuve que c'est compliqué hein, pour l'OM, même si c'est un club qui a des ambitions de faire ça. Anthony, c'est pareil, niveau salaire. En plus, tu me disais, ouais, il va s'envoler vers l'Arabie Saoudite. Anthony, salaire. En vrai, tu vois, après sa belle saison, ça peut être sympa. Hein. Anthony, en vrai, les salaires que donne United, c'est. Enfin, je cible pas que United, hein, c'est la première ligue aussi, hein, mais 800K par mois, Anthony, 187K par semaine, 27K par jour, contrat à 9,6 millions. Ouais, c'est. Voilà. Un jeune comme Dorgelès Néné. Ouais, Dorgelès Néné, ça peut être intéressant. Piste totalement folle, mais Garnacho n'est pas délogeable via un prêt Ecoa. Salaire de 500K par mois, impression qu'il y a une impasse. Bah, c'est vrai que Garnacho, si t'as un gros coup à tenter, si tu veux vraiment un truc un peu foufou, c'est vrai que Garnacho, moi, ça me parle plus. Moi, ça c'est peut-être le salaire est pas à jour et ça parle de 250K par mois. À voir. Alejandro Garnacho a tranché pour son avenir. Article du 26 juillet. Invité à catcher United, tient des pistes. Naples est intéressé par son profil, tout comme Chelsea et Aston Villa. D'après ESPN, l'Argentin fait de l'appel, cette priorité pour son avenir. Il aimerait également rebondir dans des équipes qui disputent la Ligue des Champions. De quoi donner plus de consistance à la piste menant en Blues. Mais Mon Villas non qualifié pour la prochaine campagne de C1. Garnacho a déjà refusé des offres d'Arabie Saoudite. En vrai, c'est vrai que si tu as un truc un peu zinzin à tenter, Garnacho, t'es l'OM, ça colle bien, quoi. Mais voilà. S'il veut rester là-bas, c'est son droit. Si tu veux rigoler, va voir les salaires de Saragossa. Mais Saragossa, franchement, si le Bayern prend en charge une partie, ça peut être chouette. Sauf que ça va pas être le cas. Brian Saragossa, salaire. 521K par mois, 122K par... Franchement, le Bayern, je sais pas ce qui leur est arrivé sur ce coup-là, mais ils ont vraiment pété un câble. Parce que vous allez voir la carte de Saragossa, jeune, encore à développer, 23 ans, joueur intéressant. Mais est-ce qu'un joueur qui a fait une saison en Liga à 6 buts et 2 passes D à Grenade et l'an dernier 1 but 6 passes D à Osasuna, c'est un joueur qui vaut 520K? Je pense que là, c'est du braquage de zinzin. Bah, apparemment, on va au Celta Vigo, bah, très bien pour lui, mais là, pour le coup, on est bien. On est bien. Ouais, là, c'est vraiment du craquage XXL. Et Elmas 472K. Waouh. C'est chaud, hein. Parce que Elmas, c'est un bon petit joueur, hein, mais franchement, c'est Torino, 472K par mois, Leipzig, tu vois, là pareil, tu vas payer des salaires qui sont progression de salaire entre Naples et Leipzig, plus 277. Bah après, et tu sais quoi, bravo à l'agent, bravo aux joueurs, ils prennent le max, tant mieux pour eux, mais ça reste j'ai pas vu de tel braquage depuis Red Dead Redemption 2. Ouais, je peux le dire, hein. Franchement, là, c'est du très très haut niveau. Franchement, c'est fort. On s'incline. Bravo à vous les boss. Du coup, bah, on verra pour Pachao, mais ce dossier de l'ailier gauche de l'OM, évidemment, on y reviendra dès qu'on en saura plus. Vers un mercato record pour les Verts. Bien que de recours en Ligue 2, les SSE pourraient réaliser un mercato d'été historique avec un montant total dépensé supérieur à celui de l'an passé. Ça, souci de synthèse, c'est qu'ils ont plus recruté en Ligue 2, plus dépensé qu'en Ligue 1. Pourtant, on taille des bons joueurs en Ligue 1. David Tajvili
Stassin, mais en vrai, il y avait le niveau pour rester en Ligue 1, quoi, si tu veux faire un petit peu plus de transferts. Alors, il y a d'abord eu 9,7 millions d'euros dépensés pour lever les options d'achat du défenseur central Max Bernauer, Pierre Ekwa 6 millions Sunderland et l'attaquant Irving Cardona 2,5. Et combien d'y ajouter 8 millions d'euros déboursés pour le recrutement du milieu Mahmoud Jaber, du défenseur central Chico Lomba 6 millions d'euros, sans budget le latéral gauche Lassane Traoré 18 ans Diambars, les inconnus David Tajvili, bah ça, faut encore voir ce que ça va donner. La SSE n'est cependant plus obligée de vendre pour équilibrer ses finances des parts libres de Léo Petro, Wadji, Younis Abdelhamid, Briançon. Bah tu vois, Briançon, j'avais loupé qui était parti à Pau. Ibrahim Sissoko, Borum, Lamine Fomba, Servet de Genève. Les défenseurs Baoutoun Sika, Masson et Michael Nadé ainsi que Bouchouari se cherchent une porte de sortie histoire de faire la place aux nouveaux arrivants et battre ainsi le record d'achat l'été dernier. Ah bah tu vois, tant mieux pour eux quoi. Bernauer que j'avais reçu et qui est très très sympa, enfin très bien. Je dis pas juste ça parce que c'est un invité, mais tu discutes avec un joueur de 25 ans qui a la tête sur les épaules, qui a une réflexion sur le jeu. Ça c'est vraiment chouette. Donc j'avais pris grand plaisir. C'était à l'époque où était Dynamo Zagreb. C'est bien. Et c'est vrai que remarque intéressante de la pastèque, ils peuvent dépenser plus que l'OL. Et voilà, comme quoi, hein, c'est la division ne fait pas le bonheur des fois, mais bon, j'imagine qu'ils préféraient quand même être à la place de l'OL en Ligue 1. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, gros mercato pour la SSE en Ligue 2. Ah, ça évidemment on aime. Dijon officialise le retour de Julio Tavares. Le DFCO a officialisé vendredi l'arrivée de Julio Tavares en provenance d'Al Diriyah, des deux saoudiennes. L'attaquant capverdien qui a signé jusqu'en juin 2026 a évolué pendant 7 saisons au club bourguignon et en est le meilleur buteur. Bah tu vois, ça c'est un vrai kiff. En plus, c'est mec national, il revient 36 piges. Il a marqué 80 buts, 28 passes décisives en 270 matchs. Et ouais, ça c'est. Et au passage, le maillot comme ça, Nike, autant bon, au niveau maillot, voilà, ils se font un petit peu éteindre Nike, Puma, Kappa par Adidas. Autant le maillot comme ça, rouge de Dijon, il est chouette, il est vraiment chouette. Donc, je suis content pour les supporters dijonnais pour lui. Enfin, ça fait le genre de belle histoire. Et comme le dit Malboa, je me souviens, c'était un de mes attaquants sur MPG, il était chaud. Franchement, lui sur MPG, il m'a carry des saisons avec Gradel, avec Emiliano Sala, le regretté, et Nicolas Pepe. C'est comme ça que on développe une affection pour un joueur qui n'est pas en ton club, et c'est le cas avec Ro Tavares. Et le musée derrière, je sais pas, je sais qu'à Dijon, il y a un musée des... Je sais pas si c'est un musée des Beaux-Arts, mais je sais pas s'il y a un expert en art ou en Dijon. Mais voilà, je sais pas si c'est Louvre, mais je crois qu'il y a un musée à Dijon dans ce style-là. Donc ça permet d'être très très bien placé, quoi. Non, franchement, j'aime beaucoup ce genre de transfert. Et pour ta question, c'est le musée des Beaux-Arts de Dijon, voilà. Merci beaucoup les potes pour la précision. Matt, j'ai pas encore parlé des gros dossiers Dias et Chevalier, on y va juste après, là on continue les petites infos du jour. Accord de principe avec Toulouse pour Hidalgo, je rassure les Parisiens, non, Anne Hidalgo n'est pas transférée dans le sud-ouest et la ville de la Garonne. Vous l'avez encore pour quelques années, la maire de Paris, mais c'est bien pour Santiago Hidalgo qui arrive, jeune attaquant 20 ans, pour s'engager pour 4 ans. Le club d'Independiente, une somme inférieure à 3 millions d'euros. On sait que voilà, depuis le départ de Tige Dalinga à T24 et puis récemment Joshua King, parti libre après une saison mitigée, le TFC recherche activement un nouvel avant-centre à mettre en concurrence avec Franck Magri. Fidèle à sa politique de recrutement depuis plusieurs années, le club Augaronnais s'est appuyé sur la data pour trouver la perle rare en Argentine. Du coup, son information de transfert s'élève à 2,85 millions d'euros, 25% supplémentaires sur une plus-value. Une clause de rachat de 15% de ce bonus pour un montant d'1 million d'euros. Le joueur qui était suivi par la suite de recrutement des Violets depuis 10 mois figure aussi sur le tableau de Dinamo Moscou, de Torino et AS Vérone. Je sais qu'il y a notamment Aboukral qui devrait signer au Torino. T'as aussi Saoul Abdoulhamid, le latéral saoudien de la Roma qui arrive. On parlait de Toulouse avec le gros revers en amical. T'as du joueur qui arrive, ça va leur faire du bien, je pense, parce qu'ils ont bien besoin d'un peu de mercato, d'un coup de boost. Et écoute, c'est intéressant de voir un attaquant arriver comme ça, parce que on sait qu'en Ligue 1, on a toujours des attaquants sympathiques qui se révèlent. Et écoute, ce Santiago Hidalgo, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais ça peut être intéressant comme piste. De toute façon, il fallait prendre du monde, donc voilà, on sait que Toulouse, au recrutement de la data, des fois ça a fait des flops, des mecs dont on se souvient pas, et d'autres qui ont été vraiment bien. Cresswell est suivi par Liverpool, j'ai cru dire, waouh, franchement, c'est chaud ça. Je suis très content pour lui, mais honnêtement, passer comme ça de Toulouse à Liverpool,
Est-ce que c'est pas Aaron Cresswell, évidemment. Hop. Samsey Report. Liverpool continue d'avoir un regard proche sur le défenseur de Toulouse. Franchement, c'est ouf. Hein. Parce que là, pour le coup, si lui qui a coûté 4,5 millions d'euros, Cresswell, il avait fait sa saison. Passer à Liverpool, après, s'il vient pour la rotation, derrière Van Dijk et Konaté, tu sais qu'il y a Kwanzaa qui est parti, ça peut pas être bête. Mais franchement, pour lui qui arrive à Liverpool, après, tant mieux pour tous, parce que là, si c'est Liverpool qui arrive, vu les sommes qu'il dépense, un Cresswell, tu peux en retirer bien 15-20 millions d'euros, quoi, si tu négocies bien. Donc, franchement, c'est top, quoi. Il n'y a plus que Gomez et N remplaçants. Ouais, franchement, c'est top. Ouais, c'est vrai que Liverpool, il laisse rien, quoi. Bon, c'est Bigno tous pour récupérer 50 millions d'euros. Bon, on aime beaucoup Charlie Cresswell, hein, mais là, c'est. Voilà, hein, faut un petit peu doser, quoi. Hein, je pense pas que ça ira jusque-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a Gomez et Wataru qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, je vous le disais, ça c'est de l'info un petit peu insolite. Marcus Coco proche de s'engager avec l'Akron Togliatti. Et là, je suis content parce qu'en ce dimanche 27 juillet, je pense que vous découvrez comme moi l'existence de ce club. Marcus Coco sera en discussion avec le club russe de l'Akron Togliatti, 9e du championnat russe en 2024-2025. Et là, évidemment, dans le chat, il y a un fou du bus qui va me dire « Ah non, moi j'ai fait une carrière FM avec lui, moi je le vois et tout ». Moi, j'avoue que même en ayant une culture foot sympa, c'est la première fois que j'entends parler de ce club. Donc, on est bien, on découvre encore plus des choses. Marcus Coco, voilà, qui quitte libre Nantes pour l'actuel 3e du championnat russe. Première expérience à l'étranger après 4 saisons à Guingamp, 6 saisons à Nantes, t'as quand même resté longtemps. Il s'agirait du 2e joueur français à s'engager en championnat russe lors de ce mercato estival après le transfert de Gaëtan Perrin Krasnodar. Et un autre joueur qui est passé par la Ligue 1 qui a rejoint la Russie, c'est Douglas Augusto de Nantes. Donc voilà, on a un autre Nantais qui arrive là-bas. On a Joao Félix, mais on va y arriver après au cas Joao Félix, ne vous en faites pas pour moi. Akron, c'est la ville de naissance de LeBron James et Stephen Curry. Sinon, franchement, je sais pas ce que j'ai envié à Étoile et c'est Nuit de la Culture et c'est replay de Question pour un champion. Honnêtement, là, on est vraiment sur entre le musée des Beaux-Arts de Dijon et la ville d'Akron aux États-Unis, c'est le live du mercato et de la culture générale. Moi, franchement, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Et puisqu'on parle de culture, Ahmed Hassan, évidemment, 3 buts et beaucoup de buts importants pour Ahmed Hassan avec le Havre, qui va s'engager normalement en Arabie Saoudite de mémoire. Je crois qu'il va rejoindre un club qui devait prendre Luc de Jong et Luc de Jong ne l'a pas fait. Donc voilà, ça c'est le petit transfert qui est fait. On a parlé du dossier des gardiens. Est-ce que du coup on fait Chevalier plus dossier lillois? Peut-être qu'on ira... Ouais, non, on va voir ça. Lille suit aussi le gardien marseillais Geoffrey Delange en cas de départ de Lucas Chevalier au PSG. Lille a ajouté le nom du second gardien marseillais Geoffrey Delange sur la liste de possibles remplaçants de Lucas Chevalier qui pourrait quitter le club cet été. Arrivée des Go Ahead Eagles en août 2024 en qualité numéro 1 bis sur la direction phocéenne. Delange n'a pu s'exprimer qu'en Coupe de France. En compétition officielle, c'est vrai que Rudy a été très fort, mais avec ses points forts comme son jeu au pied, il a gardé la côte sur le marché. L'Ajax s'est positionné pour récupérer au printemps sans dégainer une offre. Le LOSC pourrait être plus pressant en cas de départ de Chevalier au PSG, du staff à direction. Delange plaît à tous les étages du club, mais Michel Bakker, son ancien coéquipier dans les catégories jeunes de l'Ajax, avait notamment fait sa publicité en marge du club, en marge du match de Coupe de France entre l'OM et Lille en janvier dernier, une rencontre disputée par Delange. Intéressant. Moi, j'avoue que la piste qui est revenue pour remplacer Chevalier à Lille, c'est Guillaume Rest. Et moi, je trouve que Guillaume Rest a été très fort quand il a explosé, qu'il s'est révélé. Mais je trouve qu'il est un petit peu calé. Et il a pas... J'attends une saison de confirmation ou une saison de rebond pour qu'il aille là-bas. Je pense qu'il a le potentiel. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais Guillaume Rest, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ses dernières sorties. On va pas l'enterrer parce que ça reste un jeune joueur. C'est un 2005. Et quand on parle de gardien, c'est encore très très jeune 2005. Donc... il n'y a pas à ça pouvait être un beaucoup parce que si Guillaume Rest, il pète à Lille, il fait une saison comme Chevalier a fait. Lille, ils vont pouvoir le vendre 50-60 millions et tout le monde dira waouh, ça a été des visionnaires. Mais oui, évidemment, au lycée, je reste sur ma faim. Très très bonne vanne. J'ai dit que c'était le live de la culture générale. C'est aussi le live des grosses têtes de rire et chanson.
le vendredi, voilà, fin de journée, tu débauches, tu mets rire et chanson, t'as une chanson de rock, et t'as évidemment Jean-Yves Lafesse qui fait Madame Ledoux et qui appelle des gens au hasard pour des canulars téléphoniques. Voilà, tout est possible. Tout est possible sur ce stream. C'est vrai qu'on a d'autres possibilités au nom de gardien. La priorité est Antonine Kinsey. On a parlé évidemment Kingsley, pardon. On a aussi évoqué Robin Reeves, qui offre beaucoup plus de garanties tout en coûtant moins cher. Robin Reeves du NEC Nimeg. Donc, en tout cas, Lille s'est rarement planté sur ses choix de joueurs. On sait que le gardien, c'est très spécial. Parce que, après, ils ont pris Arnaud Baudard, passé par le Standard MS en doublure, qui a l'air d'être un gardien plutôt sympa. Donc, si jamais ce numéro 1 venait à totalement faillir, Arnaud Baudard, pourquoi pas. Mais quand t'es Lille, que tu perds peut-être Chevalier, c'est vrai que t'as intérêt à prendre un mec plus, quoi. Parce que tu perds le gardien qui était élu meilleur portier de Ligue 1. Tu perds un international français. Tu perds, voilà, un des joueurs à son poste, 23 ans, qui est le plus en vue. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut être sympa, quoi. Lille a quand même fait Ivo Garbic et Ojardim. Bah, c'est ça, c'est que Lille s'est retrouvé dans cette même situation avec deux gardiens très mid, voire catastrophiques, et du coup, il l'avait payé un petit peu sur certains matchs. Donc, à voir. Loïc Tanzi vient de sortir un article, il vise un autre gardien. Ah, on va aller voir ça, tu vois, la réactivité, la magie du direct et l'info mercato qui file très très vite. Info, l'équipe, envoie une première offre pour Lucas Chevalier. Robin Reeves, voilà, ça on a commencé à parler de ça. Voilà, c'est le gardien dont tu parlais, Enzo. Lille travaille déjà au remplacement sur le gardien de but de 23 ans. Vainqueur ont déjà trouvé un accord dans les grandes lignes. De son côté, le club nordiste a débuté des discussions avec plusieurs gardiens à leur entourage, dont Robin Reeves, 22 ans. Le Néerlandais fait partie des pistes privilégiées par le LOSC. Aucune offre formelle n'a été envoyée au NEC Nimeg de ce contrat jusqu'en 2028. Écoute, moi franchement, j'avoue que pour avoir vu des trucs passer sur ce Robin Reeves, je suis assez hype. Je trouve qu'il a l'air vraiment intéressant, intriguant comme gardien. Moi, ça me parle, quoi. Voilà, il y a ton tweet, Enzo. Le LOSC cible Robin Reeves, c'est une super idée. Gardien de Ridley, le plus impactant à la saison passée. Plus 9,7 PSXG, confirmation avec un Euro Espoir abouti. Belle structure physique, grande aisance dans les airs, qualité forte sur sa ligne, leadership, jeu au pied imparfait mais pas handicapant. On sait que pour certains, Genesio, c'est pas le coach de Ligue 1 qui, pour moi, on sait que certains comme Fonseca, comme peut-être De Zerbi, d'autres ou un Lebris à l'époque, ils étaient très regardants sur le jeu au pied. J'ai l'impression que Genesio, c'est pas le truc, tu vois, qui l'obsède absolument. Piste abordable avec un niveau immédiat impossible de revendre très intéressant, sera un successeur intelligent de Chevalier sur le plan sportif et économique. Écoute, moi j'ai envie d'aller voir j'aime bien la possibilité. 4 millions d'euros en plus en valeur marchande, 1m93, 10 sélections avec le U21 néerlandais, il a fait d'autres sélections de jeunes, formé à NEC Nimeg. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, ça. Franchement, je suis en train d'être en train, tu vois. Eurodivisie, 42 buts encaissés en 32 matchs, mais 10 clean sheets. Quand t'es NEC Nimeg, je pense que c'est pas mal. Non, en vrai, ça me parle. Franchement, il a l'air sympa comme gardien. Il a d'excellentes stats sur sa ligne, plus 10. Championnat qui a suivi des frappes d'une grande qualité, 0,32. 0,32 PSXG par tir, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est bien. Est-ce que Lille fait la LDC ? Non, malheureusement, le LOSC a échoué dans sa quête de LDC, de nouvelles phases élimination, de tours préliminaires. Ils ont envoyé Nice à la place. On rappelle que Nice va affronter Benfica dans moins de... Dans combien de temps ce Nice-Benfica il va arriver ? Je pense que ça va être dans 10 jours, non ? Nice-Benfica... 6 août, voilà, 2025, vous l'avez, le match. Donc ouais, ça va être bien, ma foi. Ça va être bien sympathique, cette rencontre. Ouais, Robin Reeves, on verra le dossier du gardien illois, mais on sait que ça va être important. Il avait des rumeurs à l'Ajax pour Ref avant qu'il prenne Jaros. Ref, c'est un profil très similaire à Chevalier, notamment légère limite au pied. On a vu que c'était pas forcément prévu. Ouais, c'est ça, Genesio, de mémoire, c'est pas le coach qui est le plus focus sur ça. Les tours préliminaires de LDC de mémoire, c'est sur Canal. Maintenant, Canal, qu'ils ont tous les droits sur la Coupe d'Europe, ce sera sur ça. Et Hugo ACC qui demande, tu feras des débriefs Ligue 1 comme à chaque fois cette saison ? Les amis, est-ce qu'on n'est pas reparti ensemble ? Une belle année de Ligue des Talents du 25-26 sur Ligue 1+, à découvrir le Paris FC, à revoir Lorient-Metz, à voir la nouvelle génération de Strasbourg, à voir l'OL avec son Mercato Système D. Évidemment qu'on y va. Évidemment qu'on y va pour une nouvelle saison de débrief Ligue 1. On sera ensemble, les petits potes.
On y va pour continuer. Un jeune du Real Madrid file à Stuttgart. Chema Andrés quitte le Real et débarque en Udinese. Le Stuttgart a annoncé la signature du milieu de terrain de 20 ans jusqu'en 2030 chez le récent vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Donc ok, bah, c'est bien d'avoir ce genre de profil. Bon, Abdoulaye en attente de signer à Toulouse, ça on l'a vu. Bon, là, on a l'article sur le directeur sportif de Francfort vous voyez Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, bah, je pense qu'il est très très bien, ouais. Ça va être sur quelle chaîne la Ligue 1 du coup? Bah, tu auras 8 matchs sur Ligue 1 Plus à 15 € par mois avec engagement, et tu auras toujours ce match supplémentaire sur Beansport. Donc tu n'auras pas l'intégralité de la Ligue 1 sur Ligue 1 Plus, tu auras juste 8 matchs plus 1 en différé. Alors on en parlait sur un précitain, le Celta Vigo sera revenu à charge auprès du Bayern concernant Bryan Zaragoza. L'Illet droit n'a disputé que 7 bouts de match en Allemagne en 2023-2024, donc ouais, c'est vrai que ça pour le coup, ça va être un beau petit renfort. Montpellier vise Liénard. Et on parle pas de Dimitri Liénard, on parle d'un gardien de but. Montpellier, relégué en Ligue 2, est en train de négocier avec Monaco pour se faire prêter son jeune gardien, Yann Liénard. Lancé dans le monde professionnel en décembre 2024, dans un 30e final contre l'Union Saint-Jean, Yann Liénard pourra avoir l'occasion d'engranger du temps de jeu en Ligue 2. Ok, bah c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'avec les gardiens à l'ASM, bon, c'est pas des cracks, hein, mais là, quand t'es numéro 3, autant essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu, quoi. Ça, c'est clair. Donc on suivra ça. Luis Diaz vers le Bayern, ça fera le petit dossier après. Voilà, Gyökeres a été présenté à Singapour. Ah, est-ce qu'on ferait pas le petit sondage? Parce que ça, Gyökeres, évidemment, c'est assez clivant. C'est un peu comme Ekitike, c'est soit top, soit flop. Il n'y aura pas de juste mesure dans ce cas-là. Moi, j'avoue que Gyökeres, c'est le joueur qui manquait finalement à cet Arsenal version Arteta, qui a eu des numéros 9, comme Gabriel Jesus, mais qui a malheureusement pas su confirmer à cause des blessures. Des numéros 9 comme Kai Havertz, qui peut te rendre des services, mais qui n'est pas, voilà, sur la durée, tu sais que tu pourras jamais atteindre une saison à 35 buts avec Kai Havertz, et que ça peut dépanner de manière intelligente, mais ce ne sera pas la finalité. Tu as des jeunes joueurs comme Nketiah, tu as voilà, Mikel Merino qui a dépanné le Merino EV, bon, c'était sympathique de temps en temps, mais contre le PSG, on a vu que ça ne pouvait pas faire grand-chose comme différence. Gyökeres arrive, c'est ça. Moi, Valou, je retrouve un petit peu le même sentiment qu'avec Guardiola à l'époque où il va prendre Haaland. Il voulait remporter avec des champions, c'était la pièce maîtresse qui lui manquait. Il va aller chercher ça. Et ouais, Haaland finalement, bah, il t'apporte que même s'il marque pas en finale, bah, il te marque tellement de buts et il te débloque beaucoup de situations. Et surtout, il occupe beaucoup l'attention des défenseurs. Ouais, ça fait autre chose. Après, est-ce que le Gyökeres du Sporting à 27 ans, c'est le même que le Haaland de Dortmund? Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un mec qui a planté depuis 2 ans 120 buts, qui a vraiment des stats incroyables. Alors, on peut relativiser le championnat portugais. Il a marqué aussi en match de sélection. Il a marqué en LDC. Et on sait qu'Arsenal est une équipe qui se procure énormément d'occasions. Si t'as le mec qui a la finition au bout de la chaîne pour mettre ça, tant mieux. Après, bah, c'est comme Ekitike, la pression est maximale. C'est le mec que t'attends, que t'as envie de voir un petit peu apporter finalement ce qui manque à Arsenal, ses buts, ses moments clés, et puis derrière les trophées, quoi. Donc je relativise amplement le fait que c'est en Liganos. Oui, je peux comprendre. Après, il y a des joueurs qui sont partis Liganos qui ont été très très bons, avec notamment João Neves. Tu vois, il y a des joueurs qui sont partis, Ruben Dias, t'en as d'autres, tu vois, les Falcao, les James, tout ça, quoi. Mais je n'ai pas... Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de sueurs du championnat portugais ont dit que ça a été un des joueurs, peut-être pas le plus fort, mais le plus impressionnant. Franchement, très très bon, quoi. Enzo Fernandez, oui, il y en a plein, Nuno Mendes, Vitinha. Mais c'est vrai que les buteurs, peut-être que, bon, bah, quand tu vois Darwin Nunez, il faudra voir Samuel Morodion quand il reviendra, peut-être dans un top 5 européen. L'avis de Stradri. Gyökeres, je ne vois pas réussir Arsenal, c'est un joueur qui a besoin d'espace, je ne trouve pas à l'aise, balle au pied, mauvais pied faible, jeu de protection de balle pas bon. Moi, je ne vois pas comment il pourrait performer face au bloc bas, physique en PL, en LDC, on a vite vu ses limites, son match face à City, un énorme trompe-l'œil, faut regarder les 90 minutes. Bon, bah après, je pense qu'ils prennent évidemment la finition en compte, c'est un mec qui pourrait t'apporter, peut-être pas les 35-40 buts qu'il met au Sporting, mais si t'apportes ne serait-ce que ces 20-25 buts, que ce soit en PL, et tu rajoutes une dizaine de buts à côté, tu seras bien content de les avoir. Et en plus, t'oublies pas qu'à côté, il y a des mecs qui savent planter, comme Saka, comme Odegaard, bon, même si la saison dernière, c'était un petit peu plus difficile.
Après, quelqu'un disait, ouais, pourquoi pas attendre de mettre 50-60 millions. Bah, c'est Mich qui demande pourquoi est-ce qu'Arsenal n'est pas allé trop vite sur Gyökeres. Maintenant, Isaac est open, tu pouvais partir. Bah, ce qu'on a vu, c'est que Isaac, apparemment, il veut que Liverpool. Donc à partir du moment où le mec veut que Liverpool, est-ce que tu peux forcer le transfert en lui offrant, en offrant 125, 30 millions à Newcastle? Mais le mec peut-être t'aurait dit non. Donc s'il y a que Liverpool, bah il ira peut-être chez les Reds. Ça aussi c'est la question. J'aurais préféré un Sesco que Gyökeres. Je pense que Sesco, je le redis, pour moi dans 2-3 ans, il peut être top 5 attaquant mondial, sans problème. Il a le potentiel, le jeu, le style d'attaquant qui est très impressionnant. Il a tout pour en 2027-2028, mais il a encore ses trous d'air. Il y a des petites blessures, mais c'est pas non plus dramatique. Mais c'est pas un mec qui est encore complet. Et c'est ça pour Arsenal. Aujourd'hui, il faut un mec fiable prêt maintenant. Est-ce que c'est Gyökeres qui est finalement l'option idyllique? Je ne sais pas. C'est ça, l'Arsenal n'a plus le temps. On n'est plus au début d'Arteta, comme je vous le disais. On avait l'équipe qui était un petit peu, je vais pas dire moisie, parce que tu avais quand même des bons joueurs, mais tu regardais quand tu avais des compos avec Guendouzi, avec Mustafi, avec David Luiz, avec Willian, ouais, ça fait pas rêver quoi. Enfin, et quand je parle de Willian, c'est évidemment le Willian qui était en fin de parcours. Donc ouais, Sesco, et il y a des matchs contre le Real, bon c'était il y a 1 an et demi, ouais, il a franchement été... Il a été très inquiétant à la finition, mais ouais, je pense qu'Arsenal, là, on n'est plus dans le développement du projet, là, on est dans la finalisation, et qui dit finalisation, dit trophée, et trophée, bah, on ne veut plus de Carabao Cup, on ne veut plus de Community Shield, on veut de la LDC, de la PL, et Gyökeres, bah voilà, le rendez-vous est pris, c'est lui, on va voir ce que ça donne. Ah, Gyökeres Arsenal, vous êtes 69% à avoir un top, donc on verra ce que ça donne. Moi, j'ai envie d'être optimiste, moi j'ai envie d'y croire. Je pense que c'est pas Haaland dans le même contexte, dans le même potentiel. Il a ce petit plafond de verre, mais voilà, il faut le voir dans le feu de l'action. Il y a une équipe qui tourne bien quand même. Il va pas arriver, ce qui est bien pour lui, et je le redis, il va pas arriver dans un Arsenal en reconstruction. L'Arsenal, je vous ai dit, où Arteta est commencé, il lance petit à petit du Smith Rowe, du Reece Nelson, du Nketiah, du Saka. Non, franchement, il tentait beaucoup de choses. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est très très chouette. Moi, je me dis que là, il arrivera dans une équipe qui, même si on a vu cette limite en Ligue des Champions, si on a eu encore ces limites en PL, ouais, il va arriver. Il va arriver et il va être bien entouré. Et il va avoir ce volume d'occasion devant lui. Et ouais, moi je pense que ça va le faire. En fait, avec 4,50 moins, j'aurais compris, à 27 ans, une seule bonne saison. Ah, une seule bonne saison, t'es dur, il fait 2 bonnes saisons au Portugal. En vrai, il mérite d'avoir cette... Enfin, c'est pas envie de dire cette seconde chance, parce que quand il fait ce début, là, il est à Brighton, mais il est jeune. Il est jeune, tu vois. Et après, il fait ce parcours un petit peu atypique, Sampaoli, Coventry, et il arrive à maturité à 25 ans. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave ? Tout le monde n'est pas un Yamal qui est un phénomène à 17 ans, le Mbappé de la Coupe du Monde 2018 à 19 ans, ou un génie du football à voilà. Il a 27 ans. C'est la maturité pour un buteur. Si il te fait 3-4 bonnes saisons à Arsenal, ou très bonnes saisons, est-ce qu'on va se dire, tiens, franchement, c'est dommage? Non, c'est juste un parcours où il est passé par des étapes, il a dû se relancer, ça n'a pas fait parce que Brighton, on sait que niveau scouting c'est fort, tu vois, ils ont eu l'œil, ça n'a pas fait. Ouais, moi j'ai pas envie de non plus dire, tiens, faut mettre une croix sur un joueur parce qu'il a 27 ans. Non, franchement, ça peut arriver d'avoir des parcours un petit peu atypiques différents. Ouais, Vardy qui arrive tardivement, t'en as d'autres qui pètent un petit peu tard. Ça peut le faire. Ou un Dembous qui retrouve ce qu'on attendait de lui dans un registre différent à cet âge-là, quoi. Donc écoutez, on va lui laisser sa chance à Gyökeres. Je vous le dis, maintenant c'est beaucoup de pression. On attendait ce transfert, on voulait voir ça. Arsenal a fait beaucoup de mouvements entre Zubimendi, Norgard, il y a Mosquera qui a signé, et ça c'est un bon renfort. T'as Madueke, t'aurais peut-être Eze. Par contre, si Eze arrive aussi, là je trouvais qu'Arsenal a fait un très très beau mercato. Franchement, ça fait envie, quoi. Donc, non, j'ai une théorie où ceux qui pensent que Gyökeres est un excellent joueur n'ont vu aucun match du Sporting en entier et critiquer un surcoté n'ont regardé aucun de tort. Oui, moi je l'ai dit, que les critiques sur les critiqués n'avaient aucun sens et que le cliché attaquant Bundesliga n'avait pas trop de sens. Mais tu vois, Gyökeres est un excellent joueur. Je trouve qu'il a ce côté un peu animal impressionnant
chirurgicale, mais on sait que entre le championnat portugais, l'APL et l'élite en Ligue des Champions, il y a un cap à passer. Il faut le voir. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce test grandeur nature pour lui. Donc, on va voir ce que ça donne. On a d'autres petits trucs à aller voir. On a Panicelli, et oui, ça va être une nouvelle découverte en Ligue 1. Joaquin Panicelli, la carte muse de Strasbourg. Après plusieurs mois de tractation, le Racing a finalisé la signature de l'attaquant argentin. Joaquin Panicelli, brillant la saison dernière en D2 espagnol. Un avançant de physique, amateur de duel. Ça, on aime ça, la castagne. Hein. Ça, c'est un mec qui va s'embrouiller le samedi 17h15 avec Coco Tolisso ou Medina. Ça, tu sens que ça peut s'envoyer. Il a voulu mène. Joaquin Panicelli a pris son envol grâce à une blessure. Recruté par l'Aves en janvier 2023 après avoir été libéré par River. Il ne s'imposait pas. Aucune apparition avec l'équipe première. Une nouvelle avançante de Strasbourg, achetée 16,5 millions d'euros avec 3,5 millions de bonus supplémentaires, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du barrage de promotion en Liga contre les Vantés. Durant ces 6 mois d'arrêt, j'ai enfin pu commencer à marcher. Je me suis lancé à corps perdu dans la salle de sport. J'ai gagné environ 7 ou 8, putain, c'est beaucoup, hein, 7 ou 8 kilos de masse musculaire. Un sacré pied de nez au destin pour ce fils d'un ancien joueur devenu écrivain, German Panicelli, dont la carrière a été brisée par une blessure alors qu'il n'est recruté. C'est vraiment une histoire de blessure dans cette famille. Envoyé en prêt à Mirandes en D2 espagnol lors de l'exercice de 24-25 pour gagner du temps de jeu à son retour, le colosse d'1m90 ça fait de gros dégâts, 21 buts, 8 passes D en 44 matchs, guidant son équipe jusqu'à la 4ème place du championnat, donc en Liga 2. L'Argentin s'est régalé en domaine aérien, ont gagné la majeure partie de ses duels et ça finit en s'est remis sa lecture du jeu. Bah écoute, en vrai, j'ai vraiment envie de voir. Difficile de l'imaginer dans une association avec Emega, ça je suis d'accord. Par contre, tu sais que Strasbourg, cette année, dispute et de la conférence Ligue et de la Ligue 1, et c'est bien d'avoir un 9 supplémentaire, parce que j'aime bien Sekoumara, mais ça ne l'a pas fait l'an dernier, et voilà, avoir un 9 doubleur comme lui, c'est fort, quoi. À Strasbourg, ils ont encore envoyé les potes. Hein. Strasbourg, eux, c'est, comme on dit, c'est des gourmands sur le mercato. Hein. Eux, ils sont vraiment pas là pour rigoler. On en est sur combien de joueurs qui ont déjà signé, en sachant que tu as Kenry Paez et Mike Penders, le gardien de Chelsea, le milieu de Chelsea, qui vont débarquer. Donc, tu as Joaquin Panicelli pour 20 millions avec bonus, Matissa Mougou, Chelsea, 15 millions d'euros. On sait qu'il y aura forcément une petite clause dans l'affaire. Tu as Andrew Omabinele, option l'achat levé, Valentine Barco, option l'achat levé, Soumaïla Koulibaly, qui est passé par Brest, recruté à Dortmund, Pape Demba Diop, recruté à Zulte Waregem en Belgique, Samuel Amouemeyo, option d'achat aussi, et Maxi Oyedele, jeune milieu, anglo-polonais, 6 millions d'euros. C'est pas mal, hein. 80 millions d'euros déjà dépensés. On est sur un mercato colossal, parce que ce qui est drôle, c'est que on a beaucoup parlé du Paris FC pour cet été. Finalement, Paris FC a bien dépensé. C'est vrai, hein, ils ont pris Moses Simon, Otavio, Sangui et tout. Mais Strasbourg, sans refaire beaucoup de bruit, ils sont encore là et ils prouvent que ils vont sur le marché avoir des ambitions assez titanesques, quoi. Parce que là, est-ce qu'ils peuvent faire mieux que l'an dernier? L'an dernier, c'était pas l'un de la LDC, ils sont un petit peu écroulés sur la fin. Ils ont fait 7ème. Là, très clairement, moi, Strasbourg, avec tous ces mouvements, la Conference League, et j'aimerais bien, comme d'habitude, quand tu as un club français, et que tu vois, après, on va refaire un petit point sur les clubs engagés en Conference League, pour fixer un objectif assez strasbourgeois. Mais pour moi, la Conference League, ça va de pair avec l'Europa League maintenant que tu n'as plus les équipes reversées, mais c'est tellement la compétition la plus accessible pour remporter vite. Voilà, les équipes. Ah oui, c'est vrai que tu avais la douille entre Crystal Palace et Nottingham. T'as Crystal Palace, la Fiorentina qui, pour ceux qui suivent pas trop la Conference League, c'est un petit peu le Real Madrid de la Conference League. Bon, ils n'ont pas encore remporté, du coup c'est peut-être pas le bon exemple, mais vraiment l'équipe obligatoire que tu croises à chaque fois dans cette coupe. Le Rayo Vallecano, Mayence, et ensuite t'auras quoi? T'as peut-être du Rosenborg, Austria Rapid de Vienne, le Sparta Prague, l'Istanbul Başakşehir, Sporting Charleroi, Santa Clara, le Partizan Belgrade, la AZ Alkmaar. Franchement, je vais peut-être être. Mais Strasbourg, pour moi, s'il la joue sérieusement, il faut qu'il fasse demi-finale. Là, franchement, Pipion League. Alors oui, il y a de la jeunesse, oui, ils doivent encore apprendre. Beaucoup de joueurs vont peut-être redécouvrir la Coupe d'Europe. Mais franchement, s'ils vont à fond, il y a vraiment moyen d'aller en demi-finale, quoi. Après, peut-être que je m'enflamme, peut-être qu'il faut juste dire un quart, ce serait bien. Mais vas-y, au bout d'un moment, on a envie de revoir un club français gagner une Coupe d'Europe hors
PSG. Et ouais, ça, c'est un objectif à le faire. Bah, Strasbourg, toujours laboratoire de Chelsea, c'est ça la seule limite de ce projet où tu vois du FM à grande échelle. C'est que tous ces jeunes, s'ils pètent, ils vont à Chelsea. Il y en a beaucoup qui reviennent. Ouais, c'est ça qui est un petit peu regrettable, quoi. Après, tu sais que dans une Ligue 1, tu prends le revers de la médaille que tu veux, quoi. C'est dans une Ligue 1 avec la situation des droits télé, c'est très incertain, beaucoup de doutes. Toi, tu es sûr que tu seras à peu près blindé, que tu pourras continuer ton activité. Par contre, si tu veux, t'aimerais peut-être capitaliser sur certains joueurs un peu plus d'un an ou de 6 mois. Et ça, ce sera pas forcément le cas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui va faire une top saison, il va revenir à Chelsea. Après, on décide. Est-ce que dans l'effectif premier, on fait repartir un mec, on fait tout ça? Ouais, c'est chaud, quoi. Tu sais, Chelsea a acheté que Sarr pour l'instant Strasbourg. Oui, mais avec l'argent de Boulouko, c'est à travers Strasbourg, Chelsea se fait une grosse équipe réserve du 21 et 23. Et puis si jamais il y en a un qui pète, ils le prennent. On peut pas être naïf ou fermer les yeux. C'est comme... on a beaucoup critiqué Textor, l'OL Botafogo. Ce que fait Chelsea Strasbourg, ça fait partie à multipropriété, ça peut en dépasser certains. T'en penses quoi de Mawassa de retour dans son club formateur à l'ASNL? Il s'entraîne seulement avec le groupe pour l'instant. Comme j'ai dit pour Julio Tavares, c'est très bien, c'est très très bien. En vrai, ça fait partie des belles histoires, encore plus en Ligue 2. J'allais dire que Nancy était encore en national, excusez-moi les amis. Mais ça, pour le coup, ça fait bien plaisir. Ce genre d'histoire. Oui, ou Savio avec Rirona, même 3, hein, c'est 3 qui étaient propriétaires de Savio, ils n'ont jamais vu une seule minute de ce joueur, quoi. Pourtant, l'année où ils descendent, je pense qu'ils en auraient eu bien besoin d'un Savigno, quoi. On continue juste les actus du jour. L'AC Milan veut Ardon Jachari, et le club lombard a proposé 38,5 millions d'euros pour le milieu de terrain suisse. Alors, Jachari, c'est très fort. J'avais hésité à le mettre dans mon mercato idéal pour le PSG, mais 38,5 millions d'euros, il pète bien. Et après, bon, c'est pas le Cercle Bruges, c'est le Club Bruges, mais c'est très très costaud comme offre. Hein. Franchement, c'est waouh, ça envoie du lourd niveau offre. Hein. Wow, c'est costaud. Lisandro Tramoni a découvert de la Suisse, prêté à son derrière par Peso Sebastia. Tramoni va découvrir le championnat suisse. Ok, chouette pour lui, le FC Zurich. Franco Israël quitte le Sporting, remplace Milinkovic-Savic. C'est vrai qu'on a l'autre Milinkovic-Savic qui va être la doublure de Meret au Torino, ou peut-être en numéro 1 bis. Et du coup, le gardien uruguayen du Sporting qui file au Torino. Donc, petit changement. C'est vrai qu'on n'a pas le changement de gardien lors de ce mercato. On a un petit mercato de numéro 9, de latéraux, mais on a aussi pas mal de mouvements chez les gardiens. Thibaut Courtois voudrait terminer sa carrière au Real. Il l'a dit lors du Grand Prix de F1. Ce n'est pas encore finalisé, mais nous sommes effectivement pour finaliser l'accord. Ce n'est un secret pour personne. Je jouerai le plus longtemps et si possible terminer ma carrière. Bon, ça au moins, ça c'est chouette pour lui. Le latéral droit de Flamengo, Wesley, est arrivé ce matin à Rome pour passer la visite médicale. Oh, le mercato de la Roma, ça commence à bien péter, bien chiffrer. Hein. Futur transfert estimé à 30 millions d'euros. Quand je dis que le marché latéraux cet été, c'était sérieux. 30 millions d'euros avec bonus pour un latéral quand t'es la Roma, faut que t'aies l'assurance que ce soit un patron. Hein. Franchement, je sais que Wesley a fait une belle Coupe du Monde des clubs. Je sais que c'est un vrai beau nom au Brésil. De mémoire, il a déjà eu des sélections. Mais franchement, ça reste... pour la Roma, en tout cas, c'est une sacrée dépense. Ouais, 2 sélections avec le Brésil, formé à Tubarão, récupéré par Flamengo en 2021. Ouais, après, quand je vous le dis, j'aime bien voir des équipes investir, dépenser. C'est le cas de la Roma, donc c'est chouette. Joe Félix vers l'Arabie Saoudite, on va y revenir un petit peu après. Ça, on a revu. Gibbs White, on en a parlé, qui prolonge à Nottingham. Emerson Royal rejoint Jorginho au Sol Niguez. Flamengo, tu vois, qui font un beau petit mercato. Jorginho au Sol Niguez, ça fait une équipe vraiment sympathique. Et le PSG accélère sur Chevalier. Et comme le dit Valou PSG, quand on s'enflamme sur la Roma, on connaît la suite. Donc moi, la Roma, vous le savez, j'aime bien ce club. Ouais, voilà, exactement. Bon mercato de la Roma égale mauvaise saison. Comme le dit Guavi, c'est exactement ça. Il ne faut pas tirer des plans sur la comète avec la Roma. On voit ce qui se passe. Et dès qu'on se dit, tiens, pourquoi pas cette saison retrouver avec des champions, tu termines 8ème à te taper avec le Torino pour terminer en Conference League. Donc non, là, on va juste voir ce qui se passe. Et on commencera à être hypé au moment où on aura des vrais résultats. Parce que la Roma, c'est vraiment le club qui te trahit, qui te déçoit. On y va donc, les amis, pour les infos un peu XXL du jour. Lucas Chevalier de plus en plus proche du PSG.
Info l'équipe, le PSG est entré dans une phase concrète de négociation concernant le recrutement du gardien français du LOSC, Lucas Chevalier, qui intéresse depuis plusieurs mois. Alors, il faudra au moins dépenser 40 millions d'euros pour que le président lillois accepte de lâcher son gardien. On l'a dit, il y a une première offre de 40 millions qui aurait été envoyée. Refus de Lille, qui pourrait peut-être essayer de gratter, peut-être aller 5-10 millions. Voir Paris avancer aussi concrètement sur la signature du Chevalier n'a rien à donner pour Donnarumma. Au point mort, depuis plusieurs mois, la prolongation de l'Italien, en fin de contrat en 2026, n'a pas connu la moindre avancée depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs. Le gardien avait déjà évoqué en privé l'idée d'un départ, malgré des déclarations publiques différentes. United et City, déjà présents depuis juin, sont toujours en course pour faire signer Donnarumma. Ah, là, pour le coup, ça fera un XXL transfert. Est-ce que c'est un article plus récent? Non, c'est 24 juillet, ça. Donc, l'avenir de Chevalier dépend de celui de Donnarumma. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Je trouve ça seul à trouver vraiment peu cher, 40 millions. En fait, Chevalier, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est pas qu'ils ne le mettent pas, mais ils sont très sceptiques. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore fait énormément de prestations XXL? Est-ce que vous regardez pas les matchs? Je sais pas, mais moi, Chevalier, je trouve qu'à Paris, ça a du sens. Moi, je trouve que ça peut le faire. Est-ce que la barre est trop haute? Bah, de toute façon, tu sais pas tant que t'as pas testé. Est-ce que c'est aussi, je l'ai dit, hein, on sait que le mercato, c'est toujours des fois des coups de bluff, coups de poker. Est-ce que c'est pas aussi le moyen de faire le petit coup de pression vers l'entourage de Donnarumma? Parce que évidemment, Donnarumma, il a combien en termes de salaire? Qu'est-ce que tu pourrais lui proposer de plus comme salaire, quoi? T'as un salaire de plus de 10 millions d'euros par an, t'as 850K par mois. Est-ce que ouais, tu peux augmenter à 11-12? C'est pas évident. Statu quo pour la prolongation de Donnarumma. Hop. Le modèle instauré de Luis Campos sur propose un salaire fixe et une part de variable en fonction du match de disputé qui peut rentrer jusqu'à un tiers de ses revenus, une formule qui ne plaît pas aux gardiens de 26 ans. Donc voilà, ça c'est dit. Ouais, peut-être que ça va... Ouais, c'est ça. En fait, Paris propose 7 plus 3 en bonus. Donc pour Donnarumma, ce serait pas forcément la meilleure option. Faut voir ce que ça donne. En fait, c'est vrai que le timing peut interroger sur le fait que ça coince et que Paris se retrouve avec ce dossier-là. C'est que tu as un Donnarumma qui sort de sa saison en référence, surtout avec des champions, c'est là où tu l'attendais. C'est vrai qu'il a été excellent. Les arrêts qu'il faut. Liverpool, la séance de tir au but. Arsenal, le Real. Il a été très très bon. Notamment aussi contre City en phase de groupe, tout ça. Ouais, c'est vrai que tu dis c'est fou parce que t'es un petit peu sur ton nuage quand t'es parisien, que t'es supporter du PSG, que t'es dans cet effectif-là. Mais voilà, t'as toujours cette réalité des contrats, des salaires, des prolongations qui peuvent un petit peu te rattraper. Et c'est le cas pour Donnarumma. Donc Donnarumma, qui a quand même une belle valeur marchande à 1 an de la fin de son contrat, est-ce que ça vaut pas le coup, plutôt que de risquer un départ libre, de le vendre là et d'aller sur Chevalier avant que Chevalier refasse une belle saison à Lille, et que là, pour le coup, il y a un autre gros club européen qui se positionne là-dessus avec une offre qui pourrait atteindre beaucoup plus que 40 millions. Donc c'est vrai que là, dans ce jeu de poker menteur, tu sais pas trop où t'y retrouver, mais Paris qui avance de manière concrète avec Chevalier, t'as l'impression que là, tu vas peut-être avoir une offre de la dernière chance pour Donnarumma, et si ça le fait pas, ça m'étonnerait pas que très très vite, t'es Chevalier qui arrive, et après, tu vas là-bas. Et c'est vrai que comme le dit le Mins, City est sur Trafford, formé là-bas en plus, James Trafford de Burnley, qui était à Newcastle, qui arrive là-bas, du coup ça pourrait aller à United, et United, c'est vrai que tu passes de Paris, vainqueur de Ligue des Champions, à United, alors certes, grand club, mais club quand même sur le déclin, qui doit se reconstruire et qui repart après sa saison un petit peu catastrophique. C'est un gros challenge. Chelsea ou Inter pour Donnarumma? Ce qui est sûr, c'est que s'il y a d'autres gros clubs qui sont au courant, et vont peut-être essayer de s'engouffrer dans la brèche en essayant de trouver la meilleure formule avec le PSG, parce que un salaire de 10 millions, même si c'était des clubs comme ça. Il y a aussi Galatasaray. Galatasaray serait... les Turcs, t'imagines si Galatasaray ils font et Osimhen et Donnarumma? Tu m'avais dit ça il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est chaud. T'auras toujours l'Arabie Saoudite. Ça, c'est vrai que c'est aussi l'autre point de chute, quoi. Tu ne sais pas ce que tu perds, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. C'est toujours un petit peu la même formule. Moi, écoutez, Chevalier, je l'avais mis dans mon mercato idéal Barça. Pour moi, il est prêt pour le grand saut envers un club. Franchement, il a fait encore une fois des matchs
incroyable en Ligue des Champions, notamment contre le Real. La Juve, Dortmund, même s'ils perdent, il est vraiment génial. Je peux comprendre parce que des gens se disaient il est à Lille et tout, on l'a pas encore vu. Mais en Ligue 1, c'est valeur sûre depuis 3 ans. En Coupe d'Europe, on a vu que c'était très très bon. Évidemment, c'est jamais, le football n'est pas une science exacte et un gros transfert comme ça, je sais pas si le mec peut réussir, performer, c'est jamais évident de se dire tiens, est-ce que t'arrives au PSG, pression maximale, tu deviens gardien numéro 1, est-ce que ça peut être une totale réussite, tu sais pas. Mais pour moi, il a l'étoffe et surtout, je vais pas dire ça parce que j'ai déjà pu échanger avec lui lors des trophées UNFP, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir la tête sur les épaules et de pas être un mec qui délire. Enfin, c'est un gars qui reste assez simple, naturel, et que même si à Paris tu peux te faire assaillir de toutes parts, moi je le vois quand même garder ce naturel et rester les pieds sur terre. Après, ça fait un petit moment qu'on le voit excellent avec le LOSC, très bon en Ligue 1, bon en Ligue des Champions. Il est temps pour lui de faire le grand saut. Et si ça marche pas, ça veut dire que ça ne l'aura pas fait et que Chevalier sera peut-être un gardien excellent pour des clubs qui ne correspondent pas à cette élite européenne. Ouais, c'est ça, il fait top 7 LDC avec son club quand même, Chevalier. Mais moi, je vous le dis, c'est vrai que comme je crois Enzo l'a précisé, par contre, il ne faut pas s'attendre à un changement complet si Chevalier vient. J'ai vu tous les matchs du LOSC à domicile cette saison. Et lui aussi, encore de vraies limites au pied, mais si c'est pas aussi handicapant que Didio, la deuxième partie de saison est moins aboutie, mais intrinsèquement, c'est déjà élite mondiale et il correspond parfaitement au projet club du PSG. C'est ça en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que le PSG, ils prennent aussi des joueurs qui sont peut-être pas arrivés au bout de leur processus. Un Vitinha, un João Neves, quand ils arrivent, c'est pas des numéros 1 au monde, c'était des numéros 1 au Portugal. Et là, Chevalier, c'est un numéro 1 en Ligue 1, mais peut-être que le PSG est le club qui va le faire basculer dans cette catégorie, top 5 gardiens au monde, avec les Courtois, les Donnarumma, tout ça. Donc c'est peut-être on sait que Paris aime bien adopter cette attitude, prendre des joueurs où les gens ne sont pas forcément convaincus, un Pacho par exemple, un Désiré Doué, et voilà. Et moi je me dis que ça a du sens de le voir remplacer Donnarumma. Moi, j'ai pas vu tous les matchs du LOSC, mais à chaque fois, franchement, depuis 2-3 ans, il y a très peu de matchs où il passe à côté. C'est un gardien aussi, je trouve, de grand rendez-vous. Les derbys contre Lens, il est souvent très bon. Je le trouve vraiment au niveau. Il aime bien en plus cette rivalité avec Lens et tout. Donc, il aime ce parfum des grands matchs. Contre les équipes en LDC, pareil, je l'ai trouvé au niveau. Et même plus qu'au niveau, je l'ai vu faire des grands matchs. Donc, Chevalier qui arrive au PSG, pour moi, ça a du sens. De toute façon, si la situation de Donnarumma est bloquée, sur qui tu vas? C'est ça aussi la question. Sur quel gardien tu peux aller? Ouais, c'est ça, le match face au Real, j'ai jamais vu ça au stade. C'est vrai que tu as des performances qui te marquent, et je pense que ça peut en faire un petit peu partie. Gardien de but, allez, 23-30 ans, Diogo Costa, Porto. Est-ce que Diogo Costa est plus fiable qu'un Donnarumma? Qu'un Chevalier, je suis pas sûr à 100%. T'as Kobel, Vicario, Mamadardashvili, Chevalier qui est là, t'as Anatoly Troubine, Unai Simon, Joan Garcia qui a signé au Barça, Marco Carnesegui, Miles Villar qui a prolongé à la Roma, t'as André Onana, t'as Mike Maignan, t'as Bulka qui est parti en Arabie Saoudite, t'as Djordje Petrovic, et après, je pense qu'on va s'éloigner peut-être des gardiens qui pourraient être PSG compatibles. Donc tu vois, dans cette liste de gardiens, allez, peut-être que tu serais tenté par Diogo Costa, avec toute la colonie portugaise, que t'aimes bien Kobel, même si j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus compliqué les derniers mois avec Dortmund. T'as Mamadardashvili, il faut trancher sa situation peut-être à Liverpool avec Alisson, et Chevalier, tu vois, il est 7ème dans la liste. Donc moi je pense que c'est le bon moment pour lui. Franchement, c'est ça. Chevalier, c'est le choix parfait s'il départ. Le problème, c'est surtout la gestion de Donnarumma. Il est possible que Donnarumma passe saison en numéro 2. Ah oui, ça par contre, ça pourrait être très particulier. Tu pourrais avoir des cas comme... comment ça s'appelle des cas comme quand Navas était là, tu vois, des fois d'avoir des gardiens qui te pourrissent un petit peu non, pas des gardiens qui te pourrissent, mais tu sais, un truc un peu spécial, numéro 1, numéro 1 bis, finalement ça se passe mal et après ça déteint sur le terrain. Donc non, franchement, Chevalier, le remplaçant évident, c'est clair. Ouais, je pense qu'on se rejoint plutôt là-dessus. Moi je vous le dis, je peux comprendre les gens qui sont pas fans, parce que peut-être que le nom parle moins qu'un Donnarumma ou qu'un gardien top 5. Moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour Chevalier. Pour moi en tout cas, je le disais, il était prêt pour aller au Barça. Je pense que c'est le moment pour lui d'aller taper à la porte d'un PSG quoi. Oui, le timing est pas top, mais je pense qu'il est précipité par cette situation de
Donnarumma, quoi. On en parle peu, mais Vicario serait une bonne pioche également, mais Tottenham serait dur. Ouais, je pense que là, pour le coup, Chevalier, allez, si ça négocie à 45, 50, Tottenham, tu vois, c'est leur gardien et tout, ils pourraient en demander un peu plus. Puis Vicario, c'est plus âgé que Chevalier, 28 ans. Chevalier aussi, il a 23 ans, tu vois. C'est quand même très jeune pour un gardien. Un gardien, ça dure jusqu'à désormais, enfin, on a d'autres exemples, hein, Buffon, Mandanda et tout, mais un gardien, si tout se passe bien, jusqu'à 36-37, il peut t'apporter. Puis c'est vrai, hein, certains le disent, la liste UEFA, français, tout ça. Ouais, c'est vrai que pour moi, Chevalier, je valide totalement le move. J'attendais de voir parce que c'est vrai que depuis que le Barça avait recruté Joan Garcia, il y a peu forcément de rumeurs pour lui. Et là, ça a apparu dans ce sens. Le seul problème de Chevalier, c'est les pénaltys. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas le gardien qui est le plus connu pour ça. De mémoire. Statistique de penalty. Pour me remettre ça en tête. Alors après, à 23 ans, il peut encore progresser. Penalty manqué contre lui 4. Penalty marqué contre lui 26. Bon, c'est vrai que le ratio, on a vu des gardiens qui savaient t'amener ce ratio à peut-être 15-20%. Et ça, c'est un ratio excellent. Là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais c'est pas rédhibitoire, quoi. Après, bon, il concède quoi? 2024-2025, tu vois, il concède 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il concède 6 pénaltys la saison dernière. Tu vois, c'est pas beaucoup, je trouve. Franchement, ça, ouais, t'as 5-6 pénaltys. Bah, tu vois, la saison passée, de 23-24, il t'en sort 2 contre 2 joueurs de Metz. Après, c'est peut-être plus pénalty raté que arrêté. Mais ouais, c'est pas chaud. Et Donnarumma, c'est quoi son pourcentage d'arrêt? Bah, on va aller voir ça de suite. Gianluigi Donnarumma, sur les pénaltys. Statistiques de penalty. On est à 15 manqués contre lui. Et on part de plus loin parce que ouais, lui, bon, t'as même la Campionato Primavera B, Gironde B, septembre 2014, tu vois. Donc on va dire, allez, 14 en match officiel et 43. Ouais, là, pour le coup, le ratio est un peu plus... Ouais, le ratio est un peu plus costaud, quoi. T'es quasiment à... Contre lui, franchement, t'es bien parce que t'es à 14, t'es quasiment à un tiers de penalty. Enfin, non, du coup, 14, t'es quasiment. Ouais, t'es à 25%. T'es aux alentours de 25%, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour le coup. Il est vrai, comme le dit Enzo, c'est vrai qu'il a arrêté le plus important, celui dans le derby contre Sotoka. Et ça, on sait que. Je vous l'ai dit, le Chevalier, moi, ce que j'aime aussi, c'est un gardien de grand rendez-vous. Le derby contre Lens. Donc, ça, c'est propre. Ça, c'est vraiment propre. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce dossier Chevalier, donc on verra jusqu'où ça ira, comment ça se décantera. Autre focus important, les amis, ça y est, le Bayern a trouvé dans son mercato des îles gauche peut-être le nom concret. Luis Diaz, 75 millions d'euros pour l'ailier colombien de 28 ans. Voilà, c'est annoncé. On a eu le Erwigo de Fabrizio Romano. Arrivé au FC Porto pour 54 millions d'euros en janvier 2022. Luis Diaz a disputé 148 matchs, toutes compétitions confondues avec les Reds, avec qui il a inscrit 41 buts, dont 29 en Première Ligue. On le rappelle, c'est important d'avoir évidemment ce renfort côté Bayern. Il y a eu plusieurs noms qui ont été proposés. On sait qu'on a eu la piste Nico Williams. Ça ne l'a pas fait de son côté parce qu'il a prolongé Athletic. On a eu Rashford qui a signé au Barça. On a parlé de Barcola, mais peut-être trop compliqué à faire venir, de convaincre le PSG de le lâcher, puis même lui de... Voilà, après c'est vrai qu'au PSG, il est plus dans un rôle numéro 1 bis, même s'il joue beaucoup. Et au Bayern, il aurait été indiscutable. Où tu avais Malik Fofana, et peut-être que Malik Fofana, comme je dis, c'est un peu un Sesco version ailier gauche. Malik Fofana, tu récupères un gros potentiel, mais le Bayern a peut-être besoin d'un mec confirmé à ce moment précis pour le faire venir. Sachant qu'il n'y aura probablement pas de revente, c'est cher pour peu d'assurance. C'est vrai que quand tu vois 75 millions d'euros pour un ailier de 28 ans, je dis pas que c'est un panic buy, mais c'est pas donné. Et voilà, lui, il prend un très beau contrat. Liverpool récupère 75 millions sur un joueur de 28 ans. En plus, bon, je pense que vous avez suivi. Alors, je sais pas si c'est concret ou pas, mais c'est vrai que quand on avait vu les hommages, enfin la séquence Diogo Jota, notamment ses funérailles, et que lui était avec des streamers et qui se marrait, c'est vrai que le timing était un petit peu catastrophique. Donc voilà, qu'il parte de Liverpool aussi pour l'image. Je pense que ça
ça se comprend. Voilà, le Bayern récupère quand même, je trouve, un joueur frisson, parce que si on parle du prix, de l'âge, il peut y avoir des limites, mais tu récupères quand même un mec qui a moins de grosses blessures ou d'un truc voilà, qui capoterait. Bah, lui, en Bundesliga, il va s'éclater. Ça, j'aime bien parce que c'est un ailier qui est différent par rapport à l'autre côté vis-à-vis d'Olysée. Je pense que ça peut bien se trouver avec Harry Kane. J'aurais bien aimé voir l'équipe avec Moussiala également. Mais ouais, je trouve que c'est un transfert qui correspond au Bayern, qui a peut-être pas pu avoir son plan A, son plan B. Alors similaire au transfert de Mané. C'est vrai que Mané, il arrive à 31 ans ouais, un transfert à 30 millions d'euros qui n'a pas forcément fonctionné, même si au début il y avait du bon sens. Bah, pourquoi est-ce qu'ils prennent pas Rodrigo à ce prix-là? C'est vrai que autant mettre peut-être un peu plus d'argent sur un Rodrigo, mais c'est comme Isaac Arsenal. Est-ce que Rodrigo avait envie de venir au Bayern? Voilà, tu peux pas non plus lutter contre la volonté du joueur. Et si le mec veut plutôt soit rester au Real, soit aller en PL, même si t'es le Bayern et que t'es une équipe qui parle à tout le monde, peut-être que lui, il voyait pas ça d'un identique. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous, hein, entre mettre 75 millions sur Luis Diaz et 80 et même peut-être 90, autant les mettre sur Rodrigo. Mais j'ai l'impression que ça sera pas forcément le cas. Luis Diaz est un peu explosé sur le tard. C'est vrai, l'impression que sa date de péremption est plus lointaine qu'à Mané. C'est vrai que Mané a commencé jeune. Luis Diaz, on sait que c'est un joueur qui a éclos un peu plus tardivement. C'est ce qu'on vous disait. Hein, c'est que c'est pas parce que t'es pas un phénomène en jeune, tu peux pas faire une belle carrière. Et lui, pour le coup, bah ouais, je comprends que. Après, ce qui est bien, c'est que le Bayern et Max Hervel, qui est vraiment un directeur sportif critiqué de toutes parts, parce que c'est vrai que le mercato du Bayern, il commence un petit peu à craindre. Il y a beaucoup de choses qui vont pas au Bayern, que ce soit le mercato, que ce soit l'utilisation des jeunes joueurs. Là, c'est le genre de transfert qui va un petit peu rassurer les supporters. Mais désormais, on va voir sur le terrain. Moi, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre par rapport à la saison de compagnie. Un coach intéressant à Anderlecht et Burnley en Championship, mais qui s'est un petit peu ramassé en PL avec Burnley. Bon, après, on sait que pour les promus en Angleterre, c'est très compliqué maintenant après la division. Il est arrivé au Bayern, et on se disait, est-ce que c'est pas un coach de transition? Est-ce que c'est pas le mec avant Xabi Alonso qui finalement a fini au Real? Et écoutez, la première saison de compagnie, tout n'a pas été parfait, mais j'ai vu plus de jeux et d'intuition, d'idées que sous Tourelle ou que sous Nagelsmann. Peut-être que si un supporter du Bayern il va me dire non, t'as le perdre et tout. Je répète, dans l'ensemble, je trouvais qu'il y avait des choses où on pouvait être un petit peu voilà, tatillon, ça n'allait pas tout le temps. Mais moi, je trouvais que le Bayern de compagnie, c'était une équipe agréable. Et enfin, en quart contre l'Inter, on annonçait plutôt l'Inter favorite, elle s'est qualifiée. Mais le Bayern, il leur met 25 tirs à chaque match. C'est juste que la finition, ça leur a manqué. Et que finalement, ce qu'a proposé compagnie, à l'avenir, j'ai envie de revoir ça. Moi, je trouve que c'est un coach qui a proposé quelque chose. Seul truc où je peux être un peu dubitatif, c'est que les jeunes, le Bayern forme très très bien. On l'a vu avec Kenan Yildiz, il a explosé à la Juve plutôt qu'au Bayern. Et quand tu vois la situation du Bayern offensivement, un Kenan Yildiz, là, ça aurait été bien qu'il pète. Là, t'as pareil Adam Aznou, gros espoir au poste de latéral qui va finir à Everton. Alors que je pense qu'il y avait le moyen, peut-être pas des titulaires directs, hein, mais d'avoir au moins de rentrer dans la rotation. Donc le Bayern est une équipe qui me déçoit un petit peu dans son utilisation des jeunes joueurs. Manque de finition devant avec un mec qui peut en plante 50. Ouais, mais Harry Kane, il peut ne pas être parfait à tous les matchs et que voilà, je te dis 45 tirs et finalement tu ne marques pas sur les occasions les plus chaudes contre l'Inter et c'est là où tu te fais sortir quoi, parce que sinon le match dans le contenu est très très bon. Un petit peu peut-être de naïveté défensivement, tout ce que tu veux, mais bon, l'Inter a aussi le droit d'être efficace, chirurgical. Ouais. Bah, le Voltemat, ça aurait été très très chouette ce qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que Stuttgart est un club gourmand. Stuttgart, ils ont vu, hein. Francfort, avoir du 95 Colomwani, 95 Ekitike, 80 Marmouche, 63 Jovic. Crois-moi que Stuttgart, ils veulent aussi leur part du gâteau. Hein. Ils veulent faire des grosses ventes. Donc, en tout cas, je trouve que Voltemat, serait une bonne option pour le Bayern, quoi. Bah, Voltemat, là, c'est surcoté, c'est dur parce qu'on l'a vu exploser totalement cette saison. C'est peut-être un peu trop tôt. Il pourrait faire une saison de plus à Stuttgart, mais dans le style Bayern, je pense que ça collerait très très bien. Bah, Rodrigo, est-ce qu'il va signer? Bah, pour l'instant, on en est nulle part, hein, parce que la piste Barça se referme. La piste Barça, pardon, la piste Bayern. Évidemment, j'ai confondu les deux B. Il y a la piste Arsenal qui a été évoquée, ça semble finito. Le PSG, on n'en parle plus. T'as eu City.
Mais là, pareil, j'ai l'impression que ça ne le fait plus trop. Et t'as Liverpool. Mais est-ce que Liverpool va faire Rodrigo et Isaac? Je pense que ce sera l'un des deux. Mais c'est vrai que maintenant que t'as Luis Diaz qui part, par contre, s'ils font ça, Rodrigo, Wirtz, Salah et devant Ekitike ou Isaac, c'est un truc de malade. Mais moi, je dis, la seule limite, c'est la question de l'équilibre, quoi. Tottenham, ouais, Tottenham. Est-ce que lui, il a envie d'aller à Tottenham? Parce que je pense qu'il veut viser sans manquer de respect au sport. C'est une équipe qui engage avec des champions, qui a après un nouvel entraîneur, je suis très confiant. Mais autant, je pense qu'il irait sur un club, tu vois, où t'as plus de garanties, ouais. Ah, Nunez sur le départ, ouais, je pense que Nunez, ça sent un petit peu, hein. Nunez, ça sent l'Arabie Saoudite, hein. Ça sent le départ sous peu, quoi. Donc ouais, le Bayern qui prend Luis Diaz, moi je trouve que c'était le bon moment d'aller sur lui. Le transfert du Bayern cet été. T'as Jonathan Tah, c'est vrai, qui est arrivé. T'as Tom Bischoff de Hoffenheim, ça c'est bien. Bah, après, t'as beaucoup de joueurs. C'est vrai que pour l'instant, le mercato est très très calme, hein. Franchement, ça y va pas. T'as Tel qui a signé à Tottenham. T'as Sané qui est parti. T'as Dyer qui est parti. T'as fin de contrat aussi, fin d'aventure pour Müller, Sven Ulreich. Mais tu sens que ouais, ça manque un petit peu de mouvement, quoi, dans ce Bayern là. Donc à voir ce que ça va donner, quoi. Wirtz, c'est un vrai échec. Bah, c'est vrai que tu disais, ça collait bien. Mais après, moi, j'avoue, le voir à Liverpool, dans Liverpool de slot, et est-ce que ce sera... Enfin, c'est pas le même joueur. Mais est-ce que le Salah 2017-2026, est-ce que ce sera pas Wirtz 2025? On lui souhaite de rester aussi longtemps. Mais en termes de joueurs c'est pour peut-être qu'ils le prennent là, pour être l'héritier. Et le mec numéro 1 offensivement, après bon, je dis numéro 1 offensivement, à côté, t'auras peut-être Isaac, t'as peut-être Rodrigo, t'as Ekitike qui va encore avoir ce développement. Ça, c'est waouh. Ça, c'est quelque chose. Cheikh Diabaté nous a fait tellement mal à l'ETG en finale de Coupe de France. Voilà, j'étais obligé de relever ce message parce qu'évidemment, pour une fois que quelqu'un parle en positif de Bordeaux, même si pour lui, du coup, c'est négatif, j'allais le relever. J'ai parlé d'Arabie Saoudite peut-être pour un certain Darwin Nunez. Il y a un autre joueur, les amis, qui va finir en Arabie Saoudite, vraisemblablement. Et pourtant, il y avait un transfert qui s'annonçait, pourquoi pas, un petit peu, pas dire romantique, mais un retour aux sources pour Joao Félix à Benfica pour 25 millions d'euros. Et finalement, retournement de situation. Dans la nuit de samedi à dimanche, le destin de Joao Félix serait tourné vers l'Arabie Saoudite et Al Nasser, le club de CR7. Comme l'indique Marca et le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le journal portugais Record indique même ce matin que Benfica serait prêt à se retirer de la course. Malgré des saisons décevantes à Chelsea, au Barça puis à AC Milan, le joueur de 25 ans prend une trajectoire étonnante en partant du côté du golf. Je ne sais plus s'il y a le salaire que je peux retrouver, mais je crois que c'est 70 millions par an. Ah ben, il y a eu le Harry Wigo. Ah bah, il y a eu le Harry Wigo. Donc voilà. Al Nasser. Transfert. Ah, tu vois, en vrai, Chelsea se met très bien parce qu'un mec comme ça, indésirable, t'en veux plus, qui va récupérer 50 millions d'euros potentiellement à l'avenir. Ça, c'est fort. Donc, contrat jusqu'en 2027. Et après, il y a juste un truc que je voulais voir qui, évidemment, c'est pas que le joueur, hein, mais ça fait partie des drôleries du football. Il est quand même arrivé de manière définitive l'été dernier à Chelsea, et Chelsea lui en fait prendre un contrat jusqu'en 2031. C'est-à-dire que c'est le mec, il est resté 6 mois, il est parti au Milan, et derrière, s'il restait, t'avais encore un mec qui était à la cave, qui avait un contrat jusqu'en 2031. Donc c'est assez ouf. Mais évidemment, c'est pas que ce transfert dont il faut qu'on parle, c'est la carrière de Joao Félix. Voilà, là vous pouvez voir la trajectoire sur Transfermarkt qui ressemble à une étape de Tour de France très spéciale où tu as un col, tu as le Mont Ventoux, après tu as un col de première catégorie et après c'est des cols de 3e, 4e, quoi. Sa valeur marchande, ça correspond à la montée de la butte Montmartre, à une petite colline en Bretagne ou un mont un petit peu en Gironde. Mais très clairement, la trajectoire de Joao Félix, je n'ai même pas besoin de vous le résumer, hein. C'est une déception sans nom. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Bien sûr. Est-ce que initialement, c'est pas
ce qui s'est passé à Atlético. Est-ce que c'était pas ce transfert où l'Atlético pète sa clause à 120 millions, ou même ouais, c'est ça, 120 millions, et que derrière ça a été de mal en pis. Il y a quand même Atlético, tu vois, 2-3 matchs où c'était pas si mal, mais tu vois, au global, un joueur 120 millions, 34 buts, 18 passes D en 131 rencontres. Ensuite, tu as eu ce départ à Chelsea à l'hiver 2023 où il est dans un Chelsea qui est en totale dégringolade, il fait des entrées, il fait des buts, mais c'est pas ouf. Ensuite, il y a ce passage au Barça où tu sais, c'est un bon passage. C'est genre 5,5, 6 sur 10, et c'est pas assez pour. C'est pas un 7 ou 8 sur 10 pour t'enflammer et dire waouh, on va regarder Joao Félix. Et là, bah, t'as retour à Chelsea où ça joue pas. T'as le Milan où c'est pas grand chose. Et là, bah, ça se dirige vers l'Arabie Saoudite à 25 piges. Donc, c'est une vraie tristesse. Est-ce que c'est le profil du joueur, un peu de ces 9,5, 10, pas simple à mettre sur un terrain. Si tu le mets en ailier, t'as pas 100% des joueurs. C'est ça en plus, c'est ça. Bielito, il a eu tellement de chances de rattraper. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu autant de possibilités de se relancer. Parce que tu as eu 4 saisons à Atlético, enfin 3,5. Tu as eu un prêt à Chelsea. Tu as eu une saison entière au Barça. Tu as eu un. Bon, même si tu n'étais pas dans les plans de Maresca, mais tu avais une demi-saison à Chelsea, une autre au Milan. Et tu n'as pas eu à chaque fois cette étincelle. Qu'il aille au Benfica, j'aurais trouvé ça bien, tu vois. Ok, t'as perdu du temps, repars au Portugal chez les tiens, te faire apprécier, aimer. Puis si t'étais devenu le mec numéro 1 de Benfica, bah, je pense que les supporters ils auraient été en feu. Genre, putain, franchement, enfin, on peut peut-être profiter d'un crack de l'académie, même si ça fait longtemps qu'il est parti et que pendant pas mal d'années il s'est perdu. Là, pour le coup. Bah, l'Arabie Saoudite, après, tant mieux, parce que comme je vous l'ai dit, je crois que le salaire est estimé à 70 millions d'euros. C'est vrai que quelqu'un l'a dit, hein, Chelsea qui va peut-être faire une plus-value. Eux, ils vont peut-être se mettre bien. Parce qu'il faut qu'on revoie les options finalement. Parce que il part à Atlético pour 127 millions. Il est prêté pour 11 millions. Ouais, bon, peut-être pas une plus-value, hein, parce qu'il y a le prépayant plus le transfert à 52 millions d'euros. Le Milan qui le prend pour quand même 5,5 millions d'euros pour 6 mois. C'était pas incroyable. Donc, ouais, on n'est pas du niveau de Morata qui a coûté, qui lui se rapproche d'un blanchiment d'argent et on comprend pas pourquoi Interpol s'est pas penché là-dessus. Mais en fait, tout le monde aime Félix, mais compliqué dans le foot moderne. Moi, tu sais quoi? La saison au Barça, j'ai bien aimé, mais après, derrière, tu vois, Chelsea, Milan, là, c'est bon, je suis descendu du train. Moi, c'est le train qui, bon, a peut-être du mal, qui a pris du retard et tout. Et je sais qu'il y a encore des Félixiens qui sont à fond dedans, tu vois. Le train, il peut être arrêté 11 heures en gare de Beaubeuge, pas de clim, pas d'assistance, pas de bouteille d'eau offerte par la SNCF. Les mecs, ils seront toujours là-dedans. Moi, c'est le genre de train, tu vois, j'ai compris que c'est bon, c'est fini. Tu sais, c'est le genre de joueur, tu sais jamais, je dis jamais, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Bon, au bout d'un moment, tu peux te dire pourquoi pas, hein. Mais là, non, là, c'est fini, les amis. Là, je n'y crois plus. Je n'y crois plus, voilà, je descends. Ça fait un moment. Et comme je vous dis, le tweet, bon, c'était pour être taquin, mais j'espérais que ça ne finisse pas comme ça pour lui, quoi. Galatasaray, Wolverhampton, le retour à Benfica quand il est totalement cramé. Là, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, bah, c'est ciao. Et tu vois, ce que je dis en club sur lui, c'est un petit peu pareil pour la sélection, tu vois. Moi, je trouve qu'en sélection portugaise, c'est 45 matchs, 9 buts, mais pareil, j'ai pas non plus une, une quantité de matchs références de la part de Joao Félix là que je peux te sortir, tu vois. Euro U21, il est un petit peu blessé, donc il rentre contre en 8ème contre la Belgique. Ensuite, t'as la Coupe du Monde où il joue, il fait 2 passes d'1 but, mais il se fait sortir comme toute l'équipe en quart par le Maroc. T'as l'Euro où il rentre et il rate son penalty de mémoire contre l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est son grand moment avec le Portugal, c'est ça où il est un petit peu éclipsé, quoi. Et après, bon, bah, les matchs de Ligue des Nations, il reste sur le banc. Donc c'est... C'est triste pour lui, mais voilà, hein, on est obligé de maintenant qu'il aille prendre l'oseille, qu'il se mette à l'abri, qu'il fasse de bons investissements, qu'il ouvre des paddles, qu'il achète des immeubles, qu'il vive bien de ça, quoi. Enfin, tant mieux, hein. Mais sur l'aspect de terrain, nous, c'est ce qu'on juge, c'est ce qu'on préfère. Et ouais, le cas Joao Félix, on est obligé d'être sévère là-dessus, quoi. C'est vraiment regrettable, quoi. C'est dommage qu'il ait un tel salaire, car peut-être qu'en Bundesliga, dans un 3-4-2-1,
Ce attaquant, ça aurait pu être intéressant, c'est quoi en plus? Bah, c'est sûr que tu mets le joueur au Bayern derrière un Harry Kane avec du Moussiala, du Olysée autour, oui, ça aurait été très, très sympa, quoi. Bah, en Ligue 1, tu vois, bah, le salaire, en plus, le salaire qui touche là avant de partir, j'ose même pas imaginer euh, combien gagne Joao Félix. Joao Félix, c'est 670 000 euros et il a fait, ouais, il a connu aussi très très beau salaire. En plus, ça n'a pas cessé de progresser, tu vois. C'est même pas, c'est pour sanctionner la trajectoire douteuse. C'est là vraiment, ça y va encore plus. Donc ouais, là, il va gagner le x10, quoi. Enfin, c'est... On dit un salut l'artiste. Ouais, bah, salut l'artiste, je pense que après la saison au Barça, tout ce qui s'est enchaîné, voilà. John Duran, les gars, c'est la même chose, mais en plus vite. Bah ouais, John Duran, c'est encore plus éphémère Phoenix. Après, j'espère que le garçon, on arrivera à le relancer, mais... Bah, combien il gagnera là-bas? Moi, ce que j'ai vu, et j'aimerais bien revoir l'information, et pour moi, il gagnera du... Voilà. Joe Phoenix, 67 millions de dollars. Conversion dollar-euro. Je sais pas à combien est le dollar. Hop. Bah, il va gagner que 57 millions par an, quoi. Ou alors est-ce que c'est un contrat qui est... C'est sur 2 ans, 57 millions sur 2 ans. Donc du 28,5. C'est... Waouh. Après voilà, hein, c'est le jackpot. C'est le jackpot, messieurs, dames. Mais bon, sportivement, bah, ça restera une immense déception, un sacré flop. Et un mec, tu vois, on pourra rarement sortir des grands moments footballistiques. Allez, il a marqué contre l'Atlético avec le Barça, il a fait sa célébration. Mais derrière, tu vois, il s'est même pas engagé avec le Barça, tu vois, ça a été des moments éphémères. Et sur la durée, bah, ça n'a pas forcément été ça. Pipi, on parle nu des promus de PL. Bah, j'ai déjà fait une vidéo sur Sunderland, je pense que j'en referai une bientôt. Promus de Sunderland, on continuera à en parler. Peut-être qu'on se refera un focus bientôt sur le mercato des promus, ça peut être intéressant. Et comme le dit Saïd Dommage, Zézé à Neom, 20 millions d'euros, belle opération financière pour Nantes, mais pas sportive. Bah, Zézé, ouais, c'est vrai que même lui, hein, il avait été aussi désiré par Liverpool et Inter de mémoire. Même, tu vois, Nathan Zézé, bon, au PSG, il y a Noam Camara qui est un jeune défenseur central très prometteur, mais je suis le PSG, tu vois, Zézé en numéro 4, je l'aurais pris. Mais qu'est-ce que tu peux faire contre des offres d'Arabie Saoudite, quoi? Normalement, t'es obligé de t'incliner, quoi. On va terminer, les amis, tranquillement, comme d'habitude, avec les petites officialisations, parce qu'on a des infos qui sont... Enfin, des offres, peut-être vous êtes passé à côté. Je vais reprendre sur ce qu'on est arrêté. Donc, Bingo Camara, un gardien qui arrive à Lorient, libre de Pau. Jordan Verretou, il y a des gros salaires à faire partir de l'OL. Et ça y est, c'est fait, il s'est engagé avec Al Arabi au Qatar. On a Yok Won, milieu sud-coréen défensif, qui arrive du Celtic à Nantes. Ça va leur faire du bien, je pense. On a un jeune défenseur central ghanéen, on en a parlé, hein, Kojo Pepra-Opong. Francaise voulait un renfort défensif avant le tour préliminaire contre Benfica. Donc voilà, on a un jeune défenseur scouté à Norrköping en Suède. Ça va être une belle découverte. On a Ruben Kluivert, du coup, premier renfort, en plus de Afonso Moreira qui arrive à l'OL, défenseur central. Et lui, écoute, on va pareil être dans la découverte. Côté OL, on a Lucas Perry qui quitte l'OL pour Leeds, 16 millions d'euros. Ça aurait peut-être pu mieux le vendre, hein, parce que je pense que ça pouvait chercher 20 millions. T'as Pape Moussafal qui quitte Metz, qui arrive à Lovia en prêt. Et du coup, Joaquin Panicelli, on l'a dit, qui arrive d'Alaves, qui était prêté à Mirandés. Panicelli, ça vaut quoi? On l'a vu, hein, on a fait un petit focus sur lui. Très très belle saison Liga 2, un mec qui est passé par une blessure au croisé, qui s'était énormément affûté physiquement, 1m90 ou 15 1m90, donc beau bébé. Et ça va déménager en Ligue 1 dans les surfaces, hein. Ça, je pense que ça va être intéressant de voir. En Angleterre, du coup, Lucas Perry, on l'a dit, qui arrive à Leeds. Gyökeres, 65 millions à Arsenal. Benjamin Lecomte, qui arrive comme deuxième gardien à Fulham. Comme quoi, tu peux faire une saison apocalyptique avec Montpellier et quand même rebondir en PL. Donc ça, c'est chouette, hein, tant mieux pour lui. Joao Virginia, qui passe d'Everton au Sporting. Et après, je crois pas qu'on avait vu d'autres transferts. Ouais, Pervis Estupinan, qui passe de Brighton au Milan. Je l'avais dit, c'était un bon transfert. Je crois que c'était très très bien joué de la part du Milan pour remplacer Théo, parce qu'il fallait ça. On a Kjell Sherpen qui passe de Brighton à l'Union Saint-Gilloise, un gardien. On a Christian Mosquera, renfort défensif, qui arrive de Valence, Arsenal pour 15 millions d'euros. Très bon coup à 15 millions d'euros. Franchement, je trouve que c'est bien vendu. Enfin, c'est pas très bien vendu justement de la part de Valence, mais bien acheté de la part d'Arsenal. On dit souvent que les clubs de PL font n'importe quoi, mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une belle... Ouais, franchement, je suis très étonné parce que quand tu sais le prix des jeunes défenseurs centraux, un mec qui a fait vraiment de belles choses avec Valence, comme Gazirovski,
C'est vraiment Valence a besoin de thunes pour qu'ils le vendent à ce prix-là, quoi. Mais justement en Liga, est-ce qu'on a d'autres transferts qui sont arrivés? Pau Victor qui quitte le Barça pour Braga, 12 millions d'euros. Donc on le verra évoluer au Portugal. Après, c'est des transferts qu'on avait vus de mémoire. Ouais, Unai Nunez qui quitte Celta pour Las Vérone. Rodrigo de Paul qui est prêté par Atlético à l'Inter Miami. Il va retrouver son love interest, le garde du corps qui arrive, garde du corps supplémentaire de Messi qui arrive en Floride. Et Valentin Gomez, défense centrale qui passe de Vélez Sarsfield au Betis pour 5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a en Serie A? Est-ce que ça a un peu plus bougé? Emerson Royal qui quitte le Milan pour Flamengo, 9 millions d'euros. Milinkovic-Savic, ça on l'a dit, nouveau gardien à Naples. On a également Franco Israël qui passe du Sporting au Torino, 4 millions d'euros, qui vient remplacer du coup Milinkovic-Savic. Emile Odero, 28 ans, qui passe de Côme à Cremonese. Là on est plutôt sur le statu quo. Et en Allemagne, en Allemagne c'est pareil, on n'a pas trop bougé. Shuto Machino qui passe de Holstein Kiel à Gladbach pour 8 millions d'euros. Et c'est plutôt... C'est encore calme. C'est encore calme dans ces championnats-là. Donc on verra ce que ça... On verra ce que ça donne. En tout cas, les amis, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Petit live, jusqu'à... Là, il est 23h, donc on va se quitter tranquillement. Ça faisait bien plaisir, comme toujours, de faire ces débats mercato avec vous. Je sais que la dernière fois, on avait fait des focus club, et je pense que le prochain, soit mercredi, soit jeudi, on repartira sur ça. J'ai bien envie qu'on fasse justement un focus sur la Roma, sur le mercato d'Arsenal, parce que, au-delà de Gyökeres et de Mosquera, il y a eu pas mal de mouvements. Et peut-être Strasbourg, se pencher un petit peu sur tous ces profils jeunes qui sont arrivés. Évidemment, l'émission sera en replay dès à présent sur YouTube, là dans l'heure à venir, sur Spotify également pour ceux qui prennent la route. Force aux travailleurs, aux vacanciers, profitez évidemment de vos jours de repos, de congés sur cette fin de mois de juillet et le mois d'août. Et puis les amis, je vous dis à très vite. Comme je vous dis, prochain live mercato, mercredi, jeudi, je ne sais pas encore, ça dépendra de l'actualité du mercredi. Et puis sinon, bien sûr, il y a toujours les formats courts sur TikTok, Insta, on continue de faire du mercato idéal. Je sais que demain, j'ai le LOSC au programme justement. Alors, je sais que le LOSC, il y a le gardien là qui devrait arriver, mais j'essaie de proposer un autre gardien. Chaque fois, j'essaie de prendre des pistes qui ne sont pas forcément sorties dans la presse pour avoir des propositions. Donc voilà. Je vous dis à très vite les amis. Profitez bien de votre fin de soirée et à très vite. Salut!